Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos chroniques du label 619. C'est nos formats d'entretien avec les auteurs et les autrices du label 619, puisque vous savez, on apprécie ce qu'ils font, et à chaque fois qu'il y a une BD, en fait, ils ne le savent pas, mais dans leur contrat, il y a marqué vous devez faire un podcast obligatoirement avec First Print. Et donc, c'est la deuxième sortie de 2026. Ça s'appelle Asphalte Sauvage, et on a Anne Mas avec nous qui va nous présenter cet album et qui va aussi revenir sur son parcours, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire ah oui, nouvelle signature pour Asphalte Sauvage, mais techniquement non. Anne, tu as déjà travaillé pour le label avant, donc déjà bienvenue à toi. Merci. J'espère que tu vas bien, que tu es ravi de faire ce passage forcé dans le podcast. Passage forcé. Et donc, avant de parler un petit peu de Asphalte, j'ai envie qu'on retrace un petit peu ton parcours, si ça te va. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous dire voilà, comment t'en es venu à la BD Comment j'en suis venue à la BD J'en suis venue, je sais pas, il n'y a pas vraiment de cheminement qui arrive, j'ai toujours voulu faire ça. Ça a été plus ou moins dur d'y arriver. Ouais. J'ai commencé surtout avec le fanzina. C'est là où ça a démarré vraiment à essayer de produire des trucs. Je dis presque une bêtise, c'est fanzina et le webcomic en même temps. C'est en faisant du fanzina, j'ai rencontré une amie très chère qui avait, elle, un webcomic qui était archi cool. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit je vais faire la même chose, donc j'ai fait la même chose. Et ça a été le premier petit pas vers la narration visuelle. Et le fait de commencer vraiment à réfléchir en termes de qu'est-ce qu'une histoire, qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on fait. Donc, Et la BD, c'est quelque chose que tu as toujours kiffé en tant que tel aussi, toi, en tant que... Alors, c'était surtout le manga. Le mangas. Les mangas. Je suis un enfant des années 90. Presque, 80 même. 80, ouais, bon. Et alors là, on rentre un peu dans le lore familial. J'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi et qui était le gros nerdos de base. Les jeux vidéo, les mangas, les comics, un peu de BD, mais quand même en proportion moindre. Et donc, moi, de facto, j'avais cette première base de culture qui m'a donné le manga et le comics plus qu'autre chose. C'était quoi? C'était Dragon Ball à l'époque? C'était... Un peu tout. Parce que j'étais vraiment môme, hein. Encore une fois, on avait 8 ans d'écart, donc quand il s'y met vraiment à l'adolescence, il commence à avoir les sous de le faire. Moi, j'ai 8 ans. Donc ouais, Dragon Ball et Dr. Slump, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais moi, Dr. Slump, j'ai appris à lire avec ça, c'était ma révélation de la vie. C'est le meilleur, en vrai. Est-ce qu'on peut se le dire? On peut se le dire, c'est le meilleur de Toriyama. Hein. D'autant plus parce que j'y réfléchissais, vu que j'en ai parlé dans un autre podcast, j'y réfléchissais un peu et je me suis rendu compte que je pense même à l'époque, j'avais quand même une perception différente de Dragon Ball et de Dr. Slump, avec Dragon Ball qui était un truc full délire de môme à partir à l'aventure dans les histoires, et en fait comme Dr. Slump avait ce côté très méta dans les volumes reliés qui avait en interchapitre des petits strips sur comment Toriyama bossait, sa relation avec son éditeur et tout. Et le fait qu'il y avait son éditeur dans le bouquin, qu'il y avait tous ces trucs-là, je trouvais que ça te forçait à réfléchir un petit peu qu'est-ce que c'est le métier qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce qu'ils font, et d'avoir plus une impulsion à réfléchir, paradoxalement avec Dr. Slump qui est quand même extrêmement con, mais qui moi m'a vachement fait réfléchir à tout ça. Avec les petits anges qui mettent des cacas sur les têtes des Gatchan, c'est ça, vraiment. Alors, je me dis qu'un jour, il faudra que je me prenne une semaine de retraite comme ça, juste pour me relire tout Dr. Slump. Et voir si c'est toujours aussi marrant en Big 2026. C'est toujours aussi fun. Je veux dire, lui, il y a longtemps maintenant, mais il y a 6 ans, 7 ans, je pense. Et franchement, toujours fun. Et les nouvelles éditions Glénat, où ils ont enfin gardé les pages couleurs. Ouais. Les pages couleurs de Dr. Slump, c'est du rouge-brun avec du gris. C'est magnifique, quoi. Quand j'ai découvert les trucs en couleur, j'étais ouf. Trop bien. Bon, j'arrête le podcast et je vais aller prendre Dr. Slump. Donc ça, c'est un peu tes bases, quoi. Mais alors, vraiment, quand tu pars du fanzina et du webcomic, d'où est-ce que tu avais fait des études avant de dessin, ou est-ce que c'est juste, tu as fait comme beaucoup de gens, tu as juste continué t'as dessiné comme ça Continué à dessiner. Après,
je suis autodidacte entre gros guillemets, parce que je considère qu'il n'y a personne qui a, à moins d'être un ermite, qui est devenu un génie comme ça, personne n'est autodidacte. Et à l'époque, à cette grande époque, il y avait les forums de dessin. Et tous les dessinateurs que je connais, peu ou pro aujourd'hui, je suis pas très sociable, donc en fait c'est les mêmes gens depuis 20 ans. Et c'était une époque, il y avait beaucoup d'émulation, il y avait beaucoup d'IRL, on se rencontrait, on allait faire du dessin d'observation ensemble, on faisait plein de choses. Et le dessin, je l'ai appris au contact de ces gens, et d'autant plus au contact de ces gens qui faisaient des études supérieures et pas moi en fait. Donc j'ai même squatté des cours de nu dans les prépas des gens, tu récupères les cours, tu fais les trucs. Ah ouais, Donc, j'ai mangé le savoir des autres. Ouais, mais c'est une bonne façon d'apprendre aussi. Comme ça qu'on fait. Et ouais, et alors c'est quoi? C'est vraiment sur le numérique quand même alors que tu te lances? Comment ça se passe vraiment tes premières publications? C'est le fanzina. On avait commencé un fanzine en 2007, je pense. Qui n'était pas très intéressant, soyons honnêtes, et qui faisait, comme beaucoup de fanzines de cette époque-là, à faire des espèces d'anthologies nulles avec des BD en 2 pages et des pauvres illustrations. Il y a plein de gens très talentueux qui ont participé, mais ça manquait d'une vision globale, quoi. Et ça, j'en ai fait un peu, mais c'était quand même très nul. Bah après, c'était quand même cool, j'imagine, même à l'époque, de se dire, bah voilà, j'ai publié de la bande dessinée, on a créé quelque chose, sans passer par un grand système aussi, on l'a fait... C'était très cool, mais après, moi, j'adore, et je vais faire semblant de pas aimer être un nazi de l'organisation, mais j'adore ça. Moi, j'étais en charge du truc. Donc, j'étais en train de relancer les gens en permanence pour leur demander quand est-ce qu'ils allaient me rendre leur putain d'image. Et on était à 1 semaine de la convention, et c'était une époque aussi où il n'y avait pas les impressions un peu discount que tu as sur internet avec PixArt et des trucs comme ça maintenant. Alors, je suis pas assez vieux pour avoir fait les photocopies. Oh, il y en avait encore quand même en 2007. Oui, je connaissais pas je crois pas qu'il y avait des fanzines qui allaient photocopier leurs trucs et les plier à graffer derrière. Écoute, moi j'étais dans l'équipe du journal du lycée, je suis à peu près certain qu'on photocopiait des trucs. Je sais plus. Mais nous, on faisait les impressions numériques, un petit pas au-dessus. Et après, on pliait à agrafer à la main avec la grande agrafeuse de chez Office Dépôt. Et il faut se les taper les soirs entières à faire ça. Ouais. Mais, donc oui, non, mais en vrai, c'était très cool, hein, j'ai kiffé. Et puis en plus, j'aime bien tout gérer moi-même. Donc là, j'étais le roi du pétrole. Ce que tu distribuais après en convention, alors c'est ça, tu faisais des festivals. On faisait la Japan Expo majoritairement. La Japex. La Japex, c'est comme ça qu'on dit. On dit la Japex. Les vrais ça. Les vrais. Les anciens. Donc, c'est là où j'ai rencontré, c'est à peu près à cette époque-là que je rencontre ma pote Claire Dufresne, Soyuz Aldrin sur Instagram, si je puis me permettre. Vas-y, tu peux faire des SO à tout le monde. Et c'est une histoire d'amour créative qui s'est mise en place où, en fait, ensemble, on a découvert qu'on voulait écrire. Parce que moi, mon arrivée dans la BD, pour moi, elle se passe pas tant par le dessin que par le scénario, en fait. Parce que j'ai un peu la flemme du dessin en règle générale, et j'ai vachement plus écrit que j'ai dessiné. Donc tu te voyais plus auteur même que... Non, parce que y a pas moyen que je lâche mon histoire à quelqu'un. Oui, c'est ça, le côté contrôle fric, alors oui, il est là-dedans aussi. Je n'aime pas. La seule personne avec qui j'ai écrit des trucs, c'est avec cette amie, et avec qui je suis capable de lâcher du lest, parce que ça fait 15 ans que on se connaît par cœur au niveau de l'écriture, il n'y a pas de souci. Et puis, je sais qu'on va faire des compromis, bref. Et donc, avec elle, vachement... On a enfin intellectualisé, en fait, le process d'écriture et vraiment apprendre ce craft de ok, tu commences une histoire, où elle va, etc. Et ça, c'était quoi? C'était à force d'essayer de faire des scénars, parce que pareil, tu suivais pas forcément de cours, alors je sais pas comment on devient scénariste. Alors, il y avait aussi, c'est à peu près dans ces années-là que je découvre. Il y a la série Community, qui est donc créée par Dan Harmon, qui a aussi fait Rick and Morty. Et en fait, dans le temps, il avait un truc qui s'appelait Channel 101. C'était un peu les débuts Internet à mettre... Enfin, les débuts réseaux sociaux à avoir des uploads de courts-métrages. C'était des espèces de festivals. Il y avait une soirée une fois par semaine à LA où ils faisaient les trucs. Et il y avait un peu des battles de courts-métrages.
Et en fait, là-dessus, il y avait toute une partie un peu tutoriel court sur l'écriture de scénario, parce que Dan Harmon, c'est quelqu'un qui est un petit peu psychorigide sur le scénar et qui a des règles très établies et qui se met souvent en retard dans l'écriture parce qu'il est casse-couille avec ça. Et donc, par le biais de ce site, avec ces 5 pauvres fiches de tutoriels de comment tu écris dans la vie, bah, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait bosser le truc. J'ai partagé ça avec ma pote. Et après, c'est de l'analyse de tout, de films, de BD que j'ai bien aimé, de reposer le scénar, se demander qu'est-ce qui se passe et de commencer à réfléchir le truc. Et donc vous publiez ensemble alors quelque chose avec ta pote ou comment ça se passe? Ouais, bon, on a fait plusieurs fanzines. Le premier, si je peux me permettre d'en parler un petit peu. Le premier, c'était parce qu'en plus j'y ai pensé ce week-end parce qu'il y a un mec qui est venu en dédicace qui s'appelait Jonas et notre fanzine s'appelait l'Évangile selon Jonas et c'était dans un monde alternatif. Donc imagine que Jésus et les apôtres c'est maintenant. Ok. C'est un peu une secte. Et Jésus, c'est un gros hippie très charismatique qui fait l'amour à tout le monde. Ok, Jared Leto donc. Pardon. Il y a aussi des aliens qui, pour des raisons étranges, traînent toujours avec des vaches. Je peux me rappeler pourquoi on avait fait ça. Mais... Ah, parce que c'est des aliens et ils les enlèvent. Putain, je suis con, c'est pour ça. Oui. Et, comme dans Majora's Mask. Il y en a dans... Tu te rappelles? Oui. J'aimerais bien le tu dois défendre la ferme contre les aliens qui enlèvent des vaches. Pardon. Vas-y. Jeu complètement fou. Et oui. Et donc, tu suis un mec qui s'appelle Jonas, qui a toujours été fan de Jésus et des apôtres, et qui est un mythomane fini, et qui s'infiltre dans Jésus et les apôtres, et prend la place de Jésus. Ça se termine là-dessus, plus ou moins. Okay. Et j'ai plein de confiance en moi, j'ai raconté ça au mec en dédicace dimanche, et il était amusé. Après, j'ai découvert que c'était un élu du conseil municipal du 18e, je crois. D'accord. Voilà. Qui pourra peut-être publier... Enfin, est-ce que ce fanzine, est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'on peut trouver des traces de... Est-ce qu'il n'y a pas une version numérique qui traîne sur le site de Claire? Il y a moyen. Mais et en fait, je l'adore parce qu'il est extrêmement... il est stupidement naïf et pas bien fini. Il part dans tous les sens et c'est adorable et c'est fabuleux. Oui, c'est pas du genre à regarder tes travaux de jeunesse et te dire « Ah, c'est de la merde ». Parce qu'il y a plein d'auteurs qui sont comme ça. Toi, t'es plutôt bienveillante sur tes travaux passés? Oui et non. En fait, il y a un délai de prescription. Les webtoons, là, j'en suis pas... Enfin, les webtoons. Le dernier webtoon, j'en suis pas encore à les réhabiliter dans ma tête. Ultime Echo, j'ai encore un peu de mal. Asphalt, ça va, parce que j'ai... Après, il vient de sortir. Après, toi, tu l'as fait il y a un peu plus longtemps, mais... Fallait voir ma gueule quand j'ai eu le premier exemplaire d'Asphalt entre les mains. J'ai paniqué, j'ai frisé. J'étais en mode, est-ce que c'est bien? Je sais pas, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est fait? Non. C'est ma première réaction face à mon taf, c'est la panique et me demander quelle folie m'a pris. Et après quelques années, 3-4 ans, là je me dis, c'était pas si mal. D'accord, ok. Donc tu fais des fanzines. Je fais des fanzines et j'essaye de proposer des projets BD à droite à gauche. Et c'est un rejet constant et permanent et au bout d'un moment extrêmement... frustrant, j'imagine. Bah, décourageant. C'est même pas décourageant. Ouais. En plus j'avais 20 ans, j'étais pas très bien de base, donc tu rajoutes ça en plus, j'étais franchement égo détruit. Okay, et j'ai juste lâché l'affaire, je sais pas, genre 22 ans, un truc comme ça. J'ai dit fuck, j'essaye plus jamais de ma vie et tant pis. Une décision que tu as prise mais que tu n'as pas tenue, puisqu'on en est là. Donc il faut développer le storytelling là. Parce que là on a une série Netflix qui se met en place quand même. J'ai fait du freelance jeux vidéo pendant pas mal d'années. Le grand Cara Design alors, en écriture, tout. Tout, tout ce qui était en graphisme, tout quoi. Les décors, les icônes, les caras, les animes, les machins. C'était une époque où le jeu mobile était en plein boom. Et c'était des petites structures où tu pouvais absolument tout faire, ce qui, encore une fois, m'a beaucoup plu. Et j'ai fait ça pendant... 8 ans, je sais pas. Ok. Comme ça. Donc pendant la majeure partie des années 2010 alors ouais. tu dirais. Okay. Oui, c'est ça.
Et à la fin, je bossais dans un petit studio indé français à Paris, sur place. Première fois de ma vie que j'ai bossé sur place. Et on avait le patron s'est barré avec la caisse, plus ou moins, en nous virant du jour au lendemain, un enfer. Déjà qu'on était payé peanuts, mais alors en plus, si tu nous enlèves cette source de revenus, c'était fun. Et donc, bon, ça va, j'avais un peu de thunes de côté. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais essayer la BD. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, j'allais dire, oui, parce que. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'était un peu. Après, t'avais progressé en skills aussi, j'imagine, quand Ouais, même. il y avait ça, il y avait le fait que, comme j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai continué à faire du fanzina avec Claire derrière, donc c'était pas non plus complètement connoté la tristesse et la mort, la BD non plus. Même si au début, oui, j'en ai pas fait pendant un certain temps. Ouais, mais parce que c'est vrai, ça dégoûte en fait d'avoir autant. Parce que Ouais. est-ce que la question c'est dans ces rejets-là, est-ce qu'à chaque fois on t'expliquait pourquoi, t'avais au moins des explications sur pourquoi les Pas projets étaient tant. refusés, parce que c'est même ça qui peut être vraiment enfin qui peut dégoûter, c'est si on te dit juste non et sans Non. te donner de raison, ben quelle est ta marge de progression après Ouais, ou ouais, mais comment changer après, ton approche, mais je l'ai. En fait, le problème, c'est que j'ai toujours fait des trucs qui sont un peu niches. ouais. Et je continue à les faire. Que les éditeurs sont toujours un peu. Un peu frileux, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux raconter? Non, mais c'est des gens, ils font des trucs, mais il n'y a pas de plot. C'est à peu près ça. Et, et ouais, c'est un rejet constant. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a le fait que mon dessin, il est un petit peu cassé, un peu bizarre aussi. Et que c'était d'autant plus le cas il y a une dizaine d'années. Ouais. Je leur donne pas raison. Parce qu'il y a des gens qui dessinent bien plus mal que moi qui ont été édités. Mais je pense j'étais un mur de choses incompréhensibles et ils avaient du mal ils y arrivaient pas. Ça cliquait pas du tout, du tout, du tout. Ouais, puis clairement, c'était pas encore l'époque 2007, donc ouais, le paysage de la bande dessinée a quand même bien changé, parce que si on parle même juste du label, Mutafukaz n'en était qu'à ses Après, prémices, qu'à ses débuts. Il y avait la BD indépendante, je sais pas si elle était aussi bien développée que ça, je me rappelle plus si l'association ça existait déjà ou ce genre de choses là, ça tu vois. existait, Ouais, peut-être ça déjà. existait, ouais. Mais tu vois, enfin, tu vois quoi, des Atrabil 2024 et tout ça, il n'y avait pas un paysage aussi florissant, je pense, en termes de maisons d'édition indépendantes. Ouais, oui, oui, clairement. Et puis il y avait pas. Enfin, c'était. Alors, ça n'a jamais été vraiment le cas, mais là, on est dans les années 2010, 2012, tout ça. Et j'ai toujours cru que à cette époque-là, je pensais que dans 10 ans, le paysage de la BD, ce serait que des formats et des dessins hyper hybrides, comme moi je fais, où tu sens que le style est à la croisée de plein de chemins, pas du tout franco-belge, et pareil pour l'histoire, et pareil pour le truc. Ça ne s'est pas du tout passé, donc t'as aussi le côté, je pensais, ça va être mon heure, et c'est toujours pas mon heure. Bah, faut attendre Et en fait, oui, non, parce que tu as aussi des auteurs qui se lancent aujourd'hui qui sont amoureux des vieux codes de la Ouais, franco-belge. Et puis, vu que tout est une question de cycle, il y a forcément un moment où on ne sait pas, le 48cc va revenir à la mode et c'est ça qui va vendre. Donc, je ne nous le souhaite pas forcément. Encore que moi, j'aime bien l'esprit de série aussi. Je pense qu'il faut arrêter de faire forcément que des pavasses de 300 pages parce qu'en fait ça se fait souvent au détriment en fait des conditions de vie des auteurs et des autrices, mais et en même temps avec enfin tu vois, je parlais de Netflix avant, on n'est plus patient du tout en fait, on n'a plus envie d'attendre, et alors du coup ouais, avoir une série en 5-6 albums au secours aujourd'hui, ouais. quoi, tu vois, Et tu vois, dimanche, encore une fois, dédicace au Festival du Livre, j'étais à côté de Guillaume et j'ai écouté un petit peu ce qu'il se disait. Et c'est vrai, enfin, t'avais un mec qui était ouais, quand est-ce qu'il arrive le tome 2? On attend. Je fais putain, ça fait genre 14 mois qu'il est sorti le tome 1. T'as de la chance qu'il sorte. ouais, surtout à T'as de 200 la chance pages, qu'il ouais. sorte en juin, quoi. C'est le délai est vachement raccourci. Donc, ouais, c'est pas du manga où t'en as un nouveau tous les 3 mois, mais. Oui, mais parce que les modes de production sont Ouais. complètement différents aussi. Et c'est vrai que les attentes, elles sont pas du tout
en adéquation avec la réalité, de production, quoi. Mais parce qu'on n'explique pas ça en fait. Enfin, ça n'est pas expliqué, quoi. Le format 46 pages qui sort tous les ans, il est un peu passé aussi. Oui, c'est sûr. Non, mais en les plus, gens ont plus l'habitude de consommer ça aussi, quoi. oui, c'est clair. Non, mais tu peux avoir une forme d'entre-deux, d'aller vers du 60-70 pages, tu vois, annuel, où je pense que là, tu as clairement une évolution en fait du 48cc à prendre, mais toi, t'es pas encore là-dedans, en tout cas, dans le 48cc cartonné. Clairement pas, même. Mais donc, si on revient donc dans les années 2012, là. Ouais. Donc, tu reviens dans la BD. Finalement, non, c'est pas 2012 on revient dans la BD, c'est 2017. Ah non, c'est 2017, d'accord. Ouais. 2018. Très bien, donc, tu as décidé que finalement, la BD, c'était pas tant la mort et le désespoir que ça. Bah, je crois aussi, j'avais plus de taf et je savais pas quoi faire. Et j'étais là, bon, bah, essayez, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Et je fais mon dossier, j'écris mon truc. C'était une catastrophe narrativement, mais c'est pas grave. Et c'est Guillaume Singelin qui a eu l'extrême gentillesse. Il avait été contacté justement par un mec de Dupuis chez Webtoon Factory parce qu'ils lançaient leur plateforme de Webtoon et ils avaient essayé de draguer Guillaume qui était en mode genre et donc il a filé mon projet à la place et j'ai fini par signer avec eux. Et c'était toujours pas très facile. Alors c'était mieux parce que j'avais signé donc youpi, mais l'éditeur était pas très sympa. C'est pas qu'il était pas sympa, c'est qu'il comprenait pas ce que je voulais faire, donc on se tapait un peu la tête à essayer d'imposer nos trucs et ouais, non, parce qu'il était très dans le... C'était un road trip médiéval que j'avais fait où je me suis beaucoup amusée dessus. Et il y avait des batailles, parce qu'il y avait des batailles, mais c'était pas des batailles épiques, machin. Il était là à vouloir caser des catchphrases à la Marvel quand les gens ils tapent des gens. Et j'étais là, putain, mec, t'as vu mon taf, quoi. Je sais même pas s'il lisait mon taf, hein, je sais pas. Oui, parce que c'était des suggestions, mais genre. Complètement à côté de la plaque, ouais. quoi. Mais c'était compliqué parce que, enfin. Le webtoon, c'est vraiment un format de dessin qui est quand même assez particulier vu que tu es dans une approche de la lecture en scrolling vertical. T'as pas du tout la même liberté, en tout cas sur le plan horizontal en termes de mise en scène. Sur la largeur des plans, parce que tu peux faire un plan large, mais personne. Enfin, sur téléphone, tu peux pas voir les détails comme tu vois sur papier, donc tu te retrouves. Enfin, c'était mon premier webtoon, donc je m'en rendais pas compte, mais il y a plein de tas de fois où j'ai fait des détails qui étaient des super blagues, mais qui étaient juste pas lisibles en fait, parce que tu pouvais pas les voir, quoi. Ouais, donc c'est chiant de s'adapter à ce genre de narration. Je sais. En fait, je trouve ça adapté pour certains trucs et pas pour d'autres. C'était Azalaïs que ça s'appelait, ce projet. C'était moyennement adapté parce que il y avait tout ce côté. Enfin, t'avais ce côté road trip, donc j'aimais bien faire les grands paysages, faire des trucs un peu détaillés, montrer les villages médiévaux, les trucs comme ça, et c'est pas je trouve ça pas du tout adapté pour faire ça. Là où sur les webtoons que j'ai fait avec Webtoon, là c'est du potache, on est en cadrage plan américain tout le temps, champ contre champ, on s'en branle. Enfin, je suis là pour raconter des blagues, donc c'est pas un problème. Donc je trouve que ça dépend du type d'histoire que tu fais, clairement, mais c'est dur de pas toujours être à l'échelle de personnage qui est pareil, et c'est dur de dézoomer en fait. C'est très dur de dézoomer, je trouve, en Webtoon. Mais le format est fun. Ouais, c'était quand même des années formatrices pour toi. Ouais, ça m'a beaucoup appris sur le plot. Sur comment faire en sorte qu'il se passe des choses et comment pas juste se reposer sur 3 blagues et des persos qui sont bien. Et t'as le côté urgence de se taper un épisode par semaine, c'est par semaine, ouais, c'est ça, ouais. Un peu oufro. Mais après, tu décides de la longueur ou tu as une longueur imposée quand même J'imagine que tu as des standards qui s'imposent à force. De toute façon, t'es pas. Enfin, en tout cas, chez Webtoon, parce que Webtoon Factory c'était le bordel, donc on va pas prendre ça en exemple. Mais chez Webtoon, en fait, t'es payé en fonction de la longueur de tes épisodes, plus ou moins. Alors, c'est pas variable. Okay. Tu signes une série qui sera sur des épisodes à 12 cases, à 30 cases, 60 cases pour les longues en général. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas beaucoup respecté au début d'Azalaïs. À la fin, j'étais parce que l'éditeur s'en battait les couilles, je voyais qu'il y avait personne sur le site. Enfin, donc là, j'étais on va faire 58 cases par épisode, on va être bien. Et le deuxième, j'étais chez Webtoon, j'étais un peu fou, un peu excité, donc j'étais quand même à 10 cases près, ce qui est énorme.
À partir d'Extracologue, j'étais en mode, ouais, non, on me paye pour 12 cases, c'est 12 piles. Hein, c'est pas... Et si j'en fais 14 cette semaine, j'en ferai 10 la semaine prochaine. Donc, c'était tac tac. Ouais, pour... Et soyons honnêtes, Supplie Misère, j'ai carotte à peu près 2-3 cases par épisode depuis le début de la série. Donc, voilà. Et ils le savent pas. Oui, ils comptent pas. Ah, ils sont... Donc, tu comptes pas, moi, voilà. Mais t'as bien aimé quand même ces expériences parce que c'est quand même des webtoons. Enfin, j'ai regardé, tu les as fait sur des années. C'est quand même un très grand nombre d'épisodes. Le plus long qui en fait quasiment 150, je crois. Enfin, donc, Ouais, après 150 Extracologue, c'est 3 épisodes par semaine, donc c'est Ouais. c'est un an de taf. Sublime Misère aussi, c'est un an, je crois. Vampire Anonyme, je sais plus. 9 mois, parce que j'ai pas eu de saison 2. Parce qu'ils avaient des attentes complètement déconnantes en termes de lecteurs, parce que c'était le lancement de la plateforme. Oui, mais parce que t'as quand même des centaines de milliers, voire des millions de vues sur ces séries. Quoi. Ouais, mais pour Webtoon, en vrai, c'est minable. Ah ouais. Ouais, tu regardes les stats, le peu de stats auxquels tu as accès, des grosses séries, c'est énorme, quoi. Il y en a qui ont 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, moi, j'ai jamais dépassé les 25. Tu vois. 25 000. 25 000, ce qui est déjà bien. Enfin... Ce qui est déjà énorme. Enfin, en BD papier, je toucherai jamais autant de gens de ma vie, à mon avis. Donc, non, c'est grave cool. Je me plains pas, je te donne juste le. Oui, mais t'es Le quand même très comparatif. ouais, t'es assez pragmatique aussi, quoi, en fait, sur... Bah oui, parce que c'est comme ça un peu partout. Chez Webtoon, ils regardent les stats et si tu fais des mauvaises stats, à un moment, ils vont pas te re-signer, en fait. Donc t'es obligé de faire attention, de même qu'en BD, bah, si tu vends 200 bouquins, au bout d'un moment, t'auras plus de contrat, quoi. Donc moi, j'aime manger dans la vie. Ah bon, t'es comme ça, toi. Incroyable. Eh ben, ça a des demandes quand même vachement abusées aujourd'hui, les auteurs, c'est plus ce que c'était. Mais par contre, le truc, c'est qu'en parallèle, moi, il y a un truc, c'est ce que je le disais en intro, c'est que, en fait, t'as déjà été publié au label avant Asphalte Sauvage, puisque t'as fait les couleurs notamment de Jim Mahfood. Bah, j'ai juste fait ça. Hein. Ouais, mais je dis notamment parce que pour nous, Jim Mahfood, c'est quand même quelqu'un d'important en fait. Voilà, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un super artiste dont on aime beaucoup le style. Je voulais juste quand même que tu me racontes un peu cette rencontre, enfin, comment t'en es venu à travailler avec des Anglais, quoi. Tu veux la version longue ou Ah ouais, mais tu sais, moi j'ai pas de bus à prendre. Hein, donc, ah ouais, moi je suis chaud de la version longue. Hein. Et moi, ça m'intéresse de ouf comme Okay. histoire en fait. Sauf si tu l'as déjà raconté dans un autre podcast, que j'ai bien compris que tu avais fait d'autres podcasts ici avant. Donc, moi, je suis très, tu vas très mal le triste. prendre Vraiment, je saigne depuis avant, tu vois. C'était un podcast comics. Hein. Ah ouais, en plus. Putain. Double trahison. Ah ouais, non. Ok, nous allons aller en 2006 au Festival d'Angoulême. Je te dis, ça va être un petit peu... Très bien. Ça va pas être si long que ça, mais ça va être un peu... donc, Festival d'Angoulême, à l'époque, il y avait un gars qui avait un stand où il vendait des sketchbooks de Ricard. Les sketchbooks, c'était des petits recueils de dessins auto-édités, en pliés agrafés dégueulasses, qui vendaient sur les conventions ricaines en général. J'imagine que ce mec faisait le circuit des conventions ricaines et qui ramenait des stocks à vendre à Angoulême. Et c'était souvent des trucs avec des gros noms. Il y avait un artbook de Chris Sanders, enfin un sketchbook, pardon, de Chris Sanders. J'avais chopé un truc de Dave Johnson aussi là-bas. Enfin, il y avait plein de choses. Et dans ces petits bacs où je fouille, je découvre non pas Jim Mahfood, mais un truc de Mike Huddleston, qui était un petit livret. Et je tombe amoureux complètement de l'ancrage. Superbe ancrage et du dessin et des compos et de tout. Donc je l'achète avec mes derniers deniers, si bien que je suis revenue quelques heures après pour voler le deuxième qu'il avait, telle une saloperie. Je l'ai mis sous mon manteau et je suis partie en courant. Voilà. La prescription, c'est bon, c'était il y a 20 ans. Ça pourra pas être retenu contre toi. Donc après, je découvre plus le taf de Mike Huddleston via les internets. Je suis pas sûre, mais on va dire pour le lore que c'est via son MySpace que j'ai trouvé le taf de Jim Mahfood. Et donc là, en fait, tout ce truc m'ouvre un petit peu à toute cette scène un peu de ces mecs qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ont fait cette scène indépendante du comics ricain, qui ont cet ancrage il est lourd, il est texturé, il est beau, il est fun, et avec du Toby Cypress, avec Paul Pope, que je découvre à ce moment-là, et pour moi ça a été genre incroyable, je découvre la vie.
Et donc de là, je découvre le taf de Jim via son blogspot, je pense. Et, je suis juste fan, j'aime bien et tout ça. Et en fait, l'année d'après, en 2007, alors je sais pas s'il était invité par album ou si c'était un autre truc, mais il était en dédicace à Album Comics à Saint-Michel. Donc j'y suis allée et je sais même pas comment j'ai eu le courage de faire ça parce que ça me ressemble pas du tout. J'avais pris des dessins sur mon bras et puis après la dédicace, je lui ai montré. J'étais regardez ce que je fais. Et il a regardé, il a kiffé, on a papoté un petit peu. Et après, il est reparti dans sa Californie. Hein, et à l'époque, ça se faisait pas mal de prendre le dessin en noir et blanc de quelqu'un, le coloriser sur Photoshop et lui rendre, d'être en mode ah, regarde, j'ai fait une colo, c'est super. Ce que j'ai fait avec Jim. Et de là, je suis devenue son petit esclave de couleur. Parce que le mec, il m'a jamais payé. À part pour Tank Girl, j'ai jamais été payé pour rien. Ah oui. Mais alors, c'est pas top, mais en vrai, j'avais 20 ans, j'étais jeune et fou et j'étais trop content. Quoi. Ouais, mais quand même. Mais bon, Comme tu dis, c'est important de pouvoir manger, de payer son loyer aussi. Donc, bon, après, bon. Non, mais en vrai, j'ai fait plein de trucs pour lui, vraiment. Donc, des illustrations, des posters. Il y avait quelques histoires courtes. Je sais plus si c'était dans un recueil. Je sais plus comment il avait édité ce truc. Et c'était compliqué, enfin, parce que je sais pas si c'était quelque chose que tu avais l'habitude de faire, les couleurs notamment en plus sur des dessins qui ne sont pas les tiens. Alors, je sais pas si c'est compliqué ou pas de s'approprier un peu le style de quelqu'un. En vrai, ce qui était compliqué, c'est pas faire de la couleur. J'ai tout. Enfin, à l'époque, je kiffais encore, donc c'était grave cool et moi, j'étais trop content. Ce qui est dur avec bon, là on rentre un peu dans la technique, mais le style de Jim, il est vachement. L'ancrage est vraiment hyper lourd. En fait, plus t'as de noir sur le truc, plus ça écrase tes couleurs. C'est pour ça que les bouquins de Mignola avec ces couleurs un peu terreuses, ça marche bien parce que ça fait un truc un peu neutre qui bouffe pas l'ancrage et qui essaye pas de faire des choses trop lumineuses. Même si je préfère avoir le truc en noir et blanc, mais bon, soit. Donc c'est juste techniquement, c'est un peu dur par moment, mais c'était. Non, c'était cool. Bon, encore une fois, content. Hein. Jeune et stupide. Mais t'avais pas eu de contact avec le label à l'époque de publication donc de Everybody Loves Tank Girl quand c'est sorti. Toi, t'avais juste fait les couleurs de Mafood, mais t'avais pas de contact forcément. Après, tu mentionnais Guillaume, donc tu le connais depuis un certain temps. Voilà. On se connaît depuis tellement longtemps qu'on n'est pas d'accord sur la première fois qu'on s'est rencontrés. Donc, on a dû commencer à parler sur les internets. Je devais avoir genre 17-18 ans. On a dû se voir, j'avais 18 ans. Quoi. Donc oui, ça fait un certain temps. Je l'ai connu quand il était même pas édité au label, quoi. Bah oui, c'est ça, ouais. Donc avant ça, mais je veux dire, ouais, donc quand Everybody Loves Tank Girl est publié, toi, t'étais pas en contact avec eux. Non. Il y a Jim, il est arrivé, il a fait on va faire un Tank Girl. Je fais d'accord. C'est un de mes premiers boulots payé, tu vois. Enfin, vraiment payé avec de l'argent que t'as dépensé et tout. Ouais. Que j'ai dépensé, que j'ai beaucoup dépensé. Et c'était bien payé, là. Donc on était resté au webtoon. Ouais. Donc tu fais ça quand même pendant 5 ans, au moins 6 même, je dirais. 5 ans. Ouais, je sais plus. Ouais, 6 en fait, t'as raison. Ouais, complètement. Et donc après il y a Ultime Echo alors. Il y a Ultime Echo. Qu'est-ce qui s'est passé J'en avais marre du webtoon. Pourquoi très, très marre. Pourquoi Parce que dessiné en vertical, tu t'aperçois qu'au final c'est un peu nul. Non. Et laisse ce pauvre webtoon tranquille. J'aime pas le webtoon. Oh. Non, ça m'a gonflé parce que en fait webtoon a toujours refusé mes histoires qui étaient de la SF ou un peu plus sérieuses, ce genre de choses, parce que je suis le petit singe rigolo et j'ai pas le droit de faire autre chose que de la comédie. Je fais très bien de la comédie, y a pas de souci, ça me va très bien par moment, mais au bout d'un moment, t'en auras le cul en fait. Et puis j'ai pas toutes les blagues du monde, je suis qu'un être humain, merde. Et j'avais envie de passer à autre chose, j'avais très peu confiance dans le fait d'être édité. En papier, j'entends. T'avais encore les souvenirs des refus de 10 ans auparavant. Enfin. Ouais, et puis le pragmatisme de savoir que, encore une fois, ce que je fais, ça intéresse pas de ouf. Donc j'étais pas sûre d'avoir qui que ce soit qui soit intéressé par le truc. Et d'ailleurs, non, attends.
C'était même pas pour Ultimeco que j'avais proposé des dossiers. À la base, c'était pour un projet qui un jour se fera, mais pas maintenant, qui est un truc de SF sur un vaisseau générationnel et encore une fois des gens qui font rien à part être un peu triste. Mais et j'avais proposé ça à Dargo. Je suis devenue pote avec l'éditeur maintenant, donc c'est cool. Mais j'ai perdu mon temps, mais gagné un ami. C'est beau ça. C'est beau. Ça fait une citation Facebook. Tout à fait. Au moins. Et Dargo a mis 12 000 ans à dire qu'ils voulaient pas du projet, c'était insupportable. Ils ont mis 4 mois. Il y avait genre 3 réunions éditoriales pour finalement dire ah bah non, finalement on n'aime pas. Donc j'ai essayé de bosser sur un autre truc que j'ai proposé direct, parce que comme j'avais cet éditeur à mes côtés, c'était quand même un peu plus facile de... Bon bah rebolote, hein. On comprend pas, c'est nul. Et donc il y a encore une fois Guillaume Singelin qui a eu la bonté d'essayer d'envoyer le projet à qui il pouvait. Et c'est toi, non, qui a fait le lien avec Bubble. C'est possible que j'ai donné le contact, oui. Ouais, je crois. Vu que je travaille avec Bubble. Ah bon? Oui. Non, mais les gens, faut que les gens se le rappellent s'ils ne le savent pas, quoi. Mais j'ai pas du tout suivi le projet. Effectivement, c'est possible que Guillaume soit venu me dire est-ce que tu auras un contact chez... Parce qu'il venait effectivement à l'époque de se lancer. Bah, ils avaient fait l'album de Johan, je pense, c'était Moundir, et il y avait sûrement aussi eu le The So Good. Peut-être, et peut-être Demain à la rage aussi. Ouais, Bazin avait aussi pu. Ah oui, donc c'était quand même déjà. Ils avaient déjà plus d'un an d'existence, quoi. Et effectivement, j'ai dû donner le contact. Tout à fait. Et voilà. Et l'éditeur, Thomas, a bien aimé. J'ai jamais vu un éditeur qui était aussi enthousiaste sur mon travail de ma vie entière. J'étais genre, ouf, incroyable. Bah, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé à l'époque de la sortie du bouquin, mais il n'est jamais trop tard. Pour rappeler un petit peu ce que c'est, Ultimeco en tant que tel, alors qui, je crois, s'appelait Recohérence. Recohérence, tout à fait. Ouais, c'est ça, je maintiens toujours que c'était le bon titre à garder, mais personne ne le voulait. C'est l'histoire d'une... Il y a une équipe de scientifiques qui découvre que les multivers existent. Le fait d'avoir découvert ces multivers, ça fait qu'ils se détruisent entre eux en se télescopant. Merci. J'avais en anglais, je savais pas. Et on suit Harry, qui fait partie de l'équipe de scientifiques, qui doit vivre un petit peu avec la culpabilité ou non d'avoir découvert les multivers, et en plus d'une relation qui se développe entre elle et un mec qu'elle a rencontré, et d'être en relation avec quelqu'un même au début alors que c'est la fin du monde, etc. Voilà. Oui, et on suit plusieurs réalités en fait, avec les différentes versions des personnages qui n'ont pas forcément les mêmes histoires, et puis même où en fait apparemment ça, parce que tu peux arriver dans une réalité et d'une autre, et alors est-ce que tu reconstruis une relation amoureuse avec quelqu'un qui t'a largué dans ta propre réalité? Mais c'est marrant, et je sais pas, parce que faut que j'arrive plus à me rappeler des dates, mais le film Everything Everywhere All at Once était sorti avant. Était déjà sorti. Ouais, un an avant, un truc comme ça, un an et demi. Est-ce qu'il y avait une inspiration à peine ou pas du tout? Pas forcément, même si j'aime ce film de tout mon cœur avec beaucoup d'amour, mais c'était... Non, je pense que c'est plus... sans dire que la BD a quoi que ce soit à voir avec, ni... Avec Avengers Endgame, ouais, je comprends, ouais, c'est ça, ouais, clairement. mais je pense que j'aime autant le film parce qu'il a ce côté très cartoon que moi j'ai, qu'il a ce côté très stupide. La scène des cailloux. La scène des cailloux. La scène des cailloux, c'est... J'aurais tellement aimé l'écrire. Bah oui. Mais ouais, non, pas tant. Enfin, c'était inspiration un peu dans tous les sens sur Ultimeco de chanter d'une relation, je ne pas très bien, donc c'était un peu un moyen aussi de process ces trucs. De cathartiquer. Alors sans cathartiquer, au moins décortiquer. Déjà, ouais, c'est bien. Allitération. C'est beau. Mais c'était tout un délire quand même.
Mais surtout que c'était du coup là, c'était vraiment ta première BD papier. Ma première BD papier, première BD avec des attentes, on va dire entre guillemets éditoriales, parce que bon, j'adore faire du fanzine, mais on est quand même pas sur les mêmes. Ouais. On n'a pas le même truc de se dire il faut être attractif pour des lecteurs. Enfin, fanzine, je m'en branle. Si tu veux pas le lire, tu veux pas le lire, c'est pas mon problème. T'avais ça, t'avais le fait de mine de rien faire autant de pages, on n'a jamais fait autant seul. Euh, de redécouvrir le découpage papier après tout le webtoon. J'étais larguée au début, où est-ce qu'on met les personnages, je comprends pas. Bah oui, parce que t'as de l'espace à maîtriser ouais. vraiment très Elle différent. est Tu terrifiante, scrolles la plus, mais page. tu tournes des Ouais. pages aussi, donc tu dois bien penser. Après, je sais pas, mais je pense que la majorité des auteurs le font peut-être, c'est de travailler en double page aussi pour Oula, bien être non, sûr je que peux pas faire l'action. ça. Non, tu fais pas ça. Oh, Là. non, ça a l'air d'être trop de taf. Non. Mais tu dois quand même penser effectivement au Ouais. page turner, à ton rythme comme ça. Et ça, ouais, C'était dur. c'était dur, ouais. Ouais. Bah, tout a été un peu dur dans la production du Team Echo. L'avance c'était, parce que Bubble c'est une maison d'édition très très indépendante, l'avance était très basse. Et donc il a fallu que je le fasse le plus vite possible pour à peine pouvoir bouffer. Donc Ultime Echo, je l'ai fait en 6 mois et demi. Ouais, ce qui est extrêmement rapide pour un 200 pages et quelques. Là, non, il fait moins de 200 non. pages, il en fait 180 et les 10 dernières pages c'est le Big Bang, donc je sais pas si ça compte de ouf. Non. Ça reste des pages. Ça reste des pages. Mais c'était... En fait, t'as le temps de réfléchir à rien parce que t'as tout à réfléchir en même temps. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait du papier et j'en ai clairement pas fait assez pour être à l'aise 200% dedans. Oui, parce que pendant les années où tu faisais du webtoon, tu dessinais pas forcément à Non. côté. Du coup, peut-être que Non. t'avais pas le temps aussi vu le rythme que t'impose le Ouais, et webtoon. puis en hein. fait, comme je te disais en off tout à l'heure, le numérique m'a vraiment fait perdre l'envie de dessiner en général. J'ai quand même fait du numérique pendant quasiment 10 ans. Et donc, faire du dessin à côté du taf n'avait... c'était Ça avait impensable. pas de sens, ouais. Impensable. Donc maintenant, je le fais. Parfois. Mais... ouais, donc Ultime Echo, c'est arrivé sur tout ça où il y a énormément de nouvelles choses à faire. Et c'est vrai que ça a été assez douloureux dans son ensemble. Et maintenant, je sais mieux me dire, ok, bon, bah, sur tel projet, on va bosser ça, sur tel projet, on va bosser ça, mais on va pas tout faire à la fois. Quoi. Mais c'était encore du dessin numérique quand même. Full numérique, ouais. Ouais. Parce que c'est là où j'ai découvert que je haïssais la couleur numérique, mais de toute mon âme et de tout mon être. Qu'est-ce qui te pose problème? Le temps. Ah ouais, le temps que ça prend. C'est vrai que Blacky aussi dit qu'il déteste ça. C'est ouais. 40% du temps de travail. 40%. Pour des putains de couleurs qui servent à rien, que je déteste, et je préfère passer, ce temps-là à faire de l'acting, à dessiner correctement, plein d'autres choses à faire que de faire de la couleur, quoi. C'est pas... Et il n'y a pas un moment où tu te dis, bah, comme toi, tu as été coloriste pour Mafou, où tu te dirais, bah, je vais passer mes planches. Je l'ai fait en webtoon beaucoup. En webtoon, ouais. Le problème, c'est que je paye très bien les gens parce que je suis de gauche, et donc c'est pas très rentable au bout d'un moment. Faire ça. Et surtout, le problème numéro 2, c'est que si je commence à le faire trop tôt, je vais pas reprendre la main et je vais perdre un pognon absolument incroyable, quoi. Parce qu'une fois que tu m'enlèves les couleurs des mains, je suis en mode, mais j'en ai rien à foutre, et je veux plus jamais faire de couleurs. Sublimisère, le dernier webtoon, je pense que j'ai fait les 2 tiers où je payais quelqu'un pour faire les couleurs. Ouais, parce que ouais, donc t'aimes vraiment pas ça, quoi. Non, j'aime vraiment pas ça. Non, c'est douloureux. On va plus jamais, quoi. Ça t'a fait quoi quand même quand t'as eu le bouquin entre les mains? Alors, bon, tu nous as dit qu'apparemment, visiblement, dès que tu reçois ta BD entre les mains, t'as une réaction de rejet. Tout à fait. J'avais envie de partir en courant de de chez moi, à panique, peu près. ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Alors quoi, il est bien, le bouquin, il est mignon. Non, Petit format. Ouais, mais c'est juste voir mon travail, quoi. Ma première réaction, c'est d'avoir honte. Ah, c'est violent, quoi. C'est si violent comme mot, quoi, en fait. Ouais, mais c'est vrai. Tu peux ne pas être fier forcément parce que tu peux un peu dire, tu vois les scories et tout ça, mais avoir honte, c'est quand même dur, quoi. Faut pas être aussi dur envers soi-même. En vrai, je suis fier malgré la honte, tu vois. Je suis fier du taf que j'ai posé. Fier d'être honteux. J'ai honte de voir le résultat, mais je rougis pas du travail que j'ai mis dedans. Très bien. Moi, j'avais quand même mis un truc, bon,
dans Ultime Echo, et alors moi je vous invite à le lire. Après, je sais pas s'il est encore disponible en librairie ou pas, parce qu'il est quand même sorti il y a quelques temps maintenant. Donc, vive l'occasion et vive les bibliothèques qui sont tenues par des gens cultivés qui l'auront commandé. Mais petit spoiler quand même, c'est vrai qu'on parle donc de mondes qui se télescopent et en fait qui aboutissent à la fin de tout. Mais dans Ultime Echo, en fait, tu as effectivement cette fin en fait, où on passe sur des écrans noirs, enfin des pages noires totales pour signifier que voilà, c'est un peu nihiliste et tout se termine. Mais au final, l'univers renaît quand même. Et moi, ça m'interroge parce que moi, je suis plutôt nihiliste dans l'esprit. Je me suis demandé si c'était. Parce que, voilà, j'ai beau être collègue avec Thomas et tout ça, je sais, j'ai pas du tout suivi l'accompagnement éditorial qu'il a pu te faire. Mais je me suis vraiment dit, c'est marrant parce que t'as une fin qui va quand même en opposition totale avec quand même pas mal de choses qui sont même un peu dites dans le bouquin et avec la trajectoire normale de cette recohérence qui arrive. Et à la fin, on te dit non, en fait, les gars, c'est bon, les mondes vont renaître et il y a quand même un petit peu d'espoir. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais prévu dès le départ ou est-ce que ça a été amené au fil des discussions Alors, tu m'avais demandé ça il y a Ouais, quelques jours et c'était en je t'avais dit que je préparation. regarderais Ouais. dans mes scripts. Et en fait, j'y ai repensé ce matin, je me suis rappelé d'un truc. Donc, j'ai vérifié dans mes scripts. Cette fin-là, elle est là depuis le début. Okay. Et je te parle de 6 scripts différents, de 6 versions du truc, donc c'était là. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, avant de proposer Ultime Echo, j'ai proposé un projet qui s'appelle Bon Voyage, donc le truc sur le vaisseau générationnel. Et tout sur la plupart de mes trucs se finissent comme ça. Ils mourraient tous à la fin. Parce que le vaisseau explosait, et voilà. Et je sais qu'à cette époque, il y avait un truc que je m'étais jamais dit. Je pense que c'était en parlant avec Guillaume, où lui disait moi, pour ma prochaine histoire, j'aimerais essayer d'autres trucs, faire ça différemment, faire machin. Et j'ai jamais réfléchi le scénar comme ça. Moi, je me suis jamais dit je vais faire un truc différent, ou voilà, ou je veux juste faire des trucs qui me plaisent. Et je trouvais ça intéressant. Et le fait qu'ils le disent, en fait, ça m'a plutôt interpellée. J'ai refait tous les scénars que j'avais qui n'ont jamais été publiés, mais tous ceux que j'avais sous le coude dans ma tête. J'ai dit, putain, mais il meurt toujours à la fin. Il y a toujours tout le monde qui meurt. Et en soi, on s'en fout, parce que l'important, c'est le voyage, ce n'est pas la destination. Et tout le monde meurt, de toute façon, dans la vie. Mais je pense que sur Cohérence, sur Ultime Echo, j'avais ce truc de non, il faut que je me renouvelle, tout le monde peut pas mourir à chaque fois, et pouf, on revient après le Big Bang. Ouais, d'avoir un petit peu d'optimisme quand même. D'optimiste. Après, ça allait. Il y a quelques fois dans le bouquin où les gens ils se tapent un peu entre soit c'est un cycle continu, soit c'est juste la fin, et ça apportait une réponse aussi. Et toi, t'as tranché. Après, je sais pas, parce qu'il me semble que tu avais fait des recherches un peu en termes de physique. Ouais, un petit peu, mais je suis complètement teuteux. J'ai pas compris la moitié de ce que j'ai Sur lu, la soyons théorie, est-ce que le honnêtes. temps est linéaire ou est-ce que c'est une boucle? Et Mais dans en ce fait, cas, est-ce que... il y a plein de théories par contre différentes sur l'univers, les univers, sur plein de choses. Donc il y a pas. De toute façon, on n'a pas de réponse là-dessus, donc tu peux faire à peu près ce que tu veux. Mais ouais, sur la fin de Ultime Echo, Tu peux l'appeler recohérence ouais, au pire, hein, si pardon. ça te tient à cœur. Non, mais c'est juste maintenant qu'on a dit le titre, ça me. Mais cette fin, je dis ça pour déconner, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage, mais en vrai, je m'en fous de comment il termine, quoi. C'est pas, c'est en termes d'histoire, je trouve ça plus important ce qui s'est passé avant, et ça c'est vraiment, ce truc-là, c'est vraiment un épilogue qui pourrait être viré sans problème. Oui, c'est ça. Oui, clairement. Ouais, La fin émotionnelle, c'est le Big Bang, ouais. c'est pas ça, donc je suis pas d'avis sur la question. Très bien. Mais par contre, ça m'interpelle sur le fait donc, que tu passes beaucoup de temps à réécrire alors tes scénarios. C'est quoi? T'as toujours une trame narrative d'ensemble, c'est-à-dire que t'as quand même des personnages et des points d'action qui sont très précis, ou alors tu modifies tout? Et c'est quoi ce qui reste constant parmi, par exemple, si on reprend là les 6 scénars de Récohérence, c'est quoi ce qui changeait Alors, Recohérence, il reste que c'est un peu particulier dans le sens où le scénar, je m'y suis mis. Alors, je savais le cœur de ce que je voulais raconter. Je savais pas comment j'allais raconter, ce qui est déjà prendre le truc à l'envers, et déjà j'étais en train de m'auto-flageller en faisant ça. Donc c'est pas mon truc le plus fluide. Je pense qu'Asphalte Sauvage est plus
légèrement plus carré, mais il est quand même très itératif. Là où, comme Recohérence, c'est le bordel et la panique, je pense que c'est pas un super exemple pour aller dessus. Et sur Asphalt, en fait, il y a plusieurs étapes quand j'écris. La première, ça va être juste d'y réfléchir, où je m'interdis d'écrire quoi que ce soit. Je passe quelques mois à y réfléchir et je pars du principe que si je me rappelle d'un truc, c'est que c'était bien. Si je me rappelle pas, c'est que c'était de la merde. Donc voilà. Après, quand je commence à être un peu plus mûr dans ma tête, je commence à poser des trucs, mais vite fait. C'est des idées de scène, c'est des idées d'arc, c'est des idées de personnages, c'est tous ces petits trucs-là. Pareil, ça tu laisses un petit peu mariner. Et après, quand je passe à la rédaction, je sais où je vais en termes de gros bits, le début, le milieu, la fin, tel personnage, tel personnage, tel personnage, je sais quelles sont les étapes qui vont être atteintes. Je sais pas toujours comment. Globalement, ça va. Et là, je vais rédiger le premier. J'appelle ça un synopitch, parce que c'est pas un synopsis. Entre le synopsis et le pitch, où il y a des trucs qui sont très très rédigés et d'autres qui sont un peu plus en mode il marche dans la pomme pas et il papote. Et voilà. Donc ça, c'est pas. Et on verra demain. Ouais. Voilà, et ça, c'est pas un synopsis. Mais donc, je vais écrire ça. Tout est divisé en chapitres, toujours, même quand il n'y a pas de chapitrage dans le bouquin. C'est toujours chapitré dans le scénario. Et ça va y avoir 1, 2, 3 versions, à peu près. T'envoies aux potes, ils lisent, tu fais les modifs. Et en fait, après, moi, je travaille par étapes la BD, le dessin. Je vais faire chapitre 1, storyboard crayonné, ancrage couleur. Chapitre 2, storyboard crayonné, ancrage couleur. Tu fais pas tout crayonné, non, je fais pas tout ancrage. Ok. Et donc, avant de faire ça, à chaque fois, à chaque chapitre, je reprends le scénario du truc. Et encore une fois, toutes les milestones, elles sont conservées. C'est plus la manière dont tu vas le faire. Est-ce que tu n'inverses pas des trucs pour que émotionnellement ce soit mieux? Finalement, est-ce que ça va pas se passer dans la rue plutôt qu'à la maison et ce sera plus dynamique? Enfin, c'est plus des choses comme ça qui sont modifiées. J'imagine que tu retravailles peut-être aussi les dialogues, notamment. Ouais, mais ça, c'est constant. Pour que ça... Si tu retravailles pas tes dialogues, ça... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, ça, je le reprends. Alors, tu peux faire plein de choses dans la vie quand tu retravailles pas des dialogues. Mais ouais, je les reprends tout le temps. Enfin, chaque fois que je remets... je suis en train de faire le storyboard, je vais les reprendre en me disant, en fait, là, ce serait mieux. Je suis en train de faire le crayonné, je vois un truc. Non, en fait, ça va pas. Et puis, il y a encore l'étape finale où je mets le texte dans les bulles, où je vais encore modifier des trucs. Plus qu'on est en train de tout relire pour l'impression, où je vais encore modifier des trucs. Et plus, alors, la dernière étape, c'est quand tu vas à la porte de l'imprimeur, tu lui fais laissez-moi modifier. Et tu vas dans les rotatives. C'est ça, tu vas dans les rotatives avec ton marqueur et tu modifies toutes les pages à la main. Quoi. Oui, en plus, c'est... Ultime Echo, j'étais un peu frustrée parce que la lecture a été très rapide, parce que je reste très économe en dialogue et j'aime bien les scènes d'acting, j'aime bien j'aime pas inonder de texte mes dialogues et je voulais que ce soit un peu plus rempli pour Asphalt, même si il y a encore moins de monde, donc c'est compliqué, mais il y avait tous les trucs dans les décors, etc., qui permettaient d'avoir une lecture un peu plus longue et justement j'étais à me dire que je voulais que ce soit vachement plus dense et j'étais sur les dernières relectures de Asphalt avant d'envoyer à l'imprimeur et j'optimise mes dialogues en fait en permanence. Si un truc je peux le dire en une phrase au lieu de 3 lignes, je le ferai parce que c'est plus clair, c'est plus light. Moi je sais que ça me gonfle quand il y a trop de texte parce que je comprends plus ce qu'on me raconte au bout d'un moment. J'ai l'air complètement con quand je dis ça, mais voilà. Non, mais c'est vrai que t'as parfois des BD où oui, t'as trop de lignes de dialogue, où t'as trop de récitatifs, et en fait tu te dis mais il n'y avait pas forcément besoin. C'est parce que c'est la BD, c'est ça, c'est de l'alliance du texte et de l'image, donc aussi. Donc qu'est-ce que ton texte raconte que l'image ne peut pas dire tu vois. Qu'est-ce que tu as besoin de raconter en plus? Et si c'est pour ça que moi je déteste tellement, enfin pas je déteste, mais j'ai du mal avec des vieilles BD des années 50, 60 où en fait le récitatif explique ce que l'action te dit, et tu fais du coup c'est complètement con parce que je suis pas aveugle quoi, je vois très bien le truc, donc effectivement je peux effectivement comprendre que t'as pas envie d'avoir à un moment un de tes personnages qui explique quelque chose qu'il est déjà en train de faire dans l'action aussi. Même qu'il y a 3 phrases qui disent essentiellement la même chose, même manière. Enfin, t'es là, c'est complètement con. J'essaye d'être un peu moins comme ça.
pour juste avoir un peu plus une cadence, mais en vrai, je me referai pas. C'est pour ça que tu peux avoir aussi pas mal de scènes muettes au final, parce que Bah, t'as pas besoin de causer tout le temps. bah ouais. Alors par contre, Asphalte Sauvage, est-ce qu'on va y venir quand même? C'est un projet qui date, puisque tu es un peu vieux jeu, tu as un site internet. Alors, tu n'es pas sur les réseaux, tu fais pas des TikTok, on est tous un peu déçus de ça quand même. Mais tu as un vieux site internet, on a entendu avant MySpace, Blogspot et tout, la vieille école, dont je fais partie aussi, donc voilà. Mais sur ce site-là, tu as une entrée notamment où tu expliques que c'est un projet qui date, nom de code La Brouette. Nom de code La Brouette. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter un petit peu quand même les prémices, et d'autant plus que tu promets une deuxième partie sur ton site que tu n'as toujours pas mis en ligne. Donc bon. Ça, c'est moi et ma constance. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc est-ce que tu peux un peu nous faire la version longue un peu des origines de ce projet? Alors, l'origine originale, en 2010, je crois, 2011, je fais un stage en Turquie dans une boîte d'animation, voilà, à Istanbul. Et ma mère vit en Turquie, elle vit dans un bled loin d'Istanbul. Donc j'avais ramené mon chien, je pouvais pas avoir le chien à Istanbul, donc c'est ma mère qui le gardait. Et ma mère faisait régulièrement des allers-retours en France, donc je devais retourner dans le trou du cul de la Turquie pour garder mon chien, ce qui est normal. Et le chien avait tendance parfois à fuguer et aller dans la pampa, et il y a beaucoup de chiens errants en Turquie qui hurlent à la lune la nuit, et c'est des... Alors, c'est pas que... Les Kangals, c'est des chiens de berger qui font à peu près 2 mètres de haut et qui sont absolument terrifiants. Donc quand tu croises un gang de Kangals, tu te chies dessus. Voilà. Donc mon chien s'est enfui, il fait nuit, il faut aller le récupérer, j'ai très peur. Donc j'étais en train de parler avec Guillaume sur MSN, je pense. Ah ouais, vraiment, tu veux vraiment donner des indices, quoi. Et on papotait, et j'ai juste dit un truc à la con qui était putain, si les Kangals ils me mangent les jambes, il faudra que tu me transportes en brouette. Voilà. Et là où ma mère habite, c'est la Cappadoce, et c'est très volcanique et très sec, et ça donne vraiment ce paysage dévasté, un peu post-apo, qui va bien. Donc après avoir dit ma connerie, j'étais quand même, des personnages, une histoire, ce serait super. Ça ferait une BD tout ça. Oh là là. Et de là commence la boîte. Donc la brouette, c'est parce que la meuf qui avait plus de jambes mangée par les loups était transportée en brouette. Et donc je sais pas, j'ai fait des versions du scénar qui étaient nulles à chier parce que j'étais jeune. Le post-apo à l'époque, ce que j'en connaissais, c'était, de toute façon il n'y a que ça, mais c'était l'homme est un loup pour l'homme, et on va se faire des pom pom boum boum pour avoir accès à la nourriture. Et mon scénar, c'était plus ou moins ça, c'était gênant, c'était pas intéressant. Mais j'ai fait pas mal de dessins là-dessus à cette époque, et il y a eu une première version du scénar. Quand j'ai repêché les planches pour le blog, là, j'ai vu des trucs, je me rappelais même pas que je les avais fait, quoi. C'était... Mais, Est-ce que tu gardes tout chez toi absolument pas, je jette mes carnets de croquis personnellement. Ah ouais? Oh. Le nihilisme. Je n'ai aucun respect pour mon travail. Ouais, c'est fou. Hein. Et non, parce que là, je les avais scannés et colorés. Donc, par contre, mon disque dur est plein à craquer. Ça, je garde tout. Donc, j'ai retrouvé les planches. Aucun souvenir de les avoir faites. Voilà, donc ça. Et après, quelques années après, j'y ai repensé à ce truc-là. Je sortais avec un mec qui était dev, et on parlait de faire des petits projets pour rigoler. Moi, j'étais, on pourrait faire un jeu de gestion de post-apo, t'as la brouette, et puis tu trouves de l'eau, et c'est super. Donc j'avais fait des petits caras pour ça, et c'est tout. Et pas très longtemps après, j'avais réessayé de... Ah non, c'était avant que j'avais fait des pages. Bref. J'avais refait des pages où j'avais même pas de scénar. Là, je m'étais dit, vas-y, fuck, on y va à poil. On essaie juste de produire des planches. Ça n'a pas abouti à quoi que ce soit, évidemment. J'étais encore en tradi à l'époque, à part pour les couleurs. Et il y a eu une itération pendant le Covid, je pense, en 2019. C'était un dernier truc. Mais il n'y a jamais eu... Je dis que le projet est vieux, mais les personnages sont vieux. Ouais. Le projet, elle est pas. Parce que j'ai jamais eu de scénario satisfaisant d'aucune manière pour la boîte. Ça, c'était vraiment nul.
Bah déjà le titre quand même, La Brouette. Ah, mais c'est super la brouette. Moi, j'étais deg, hein. J'ai essayé de demander à Guillaume 1000 fois quand... Vas-y, viens, on appelle la brouette. Et il n'y a pas de brouette dans ta BD. Je te... C'est ça. Il y en avait une à l'époque. Bah oui, mais... Mais c'est les mêmes persos. Non, mais ça se débat, mais effectivement, si ça s'appelle La Brouette et qu'il n'y a pas de brouette dedans... C'est nous, on est bêtes, nous. Ouais. En tant que lecteur, on nous dit La Brouette et on s'attend, quoi. J'avais demandé si je pouvais juste caser une brouette en background quelque part. Et... Ouais, quand même. On m'a dit non. Ah ouais. On peut plus rien faire. Soit c'est dans l'histoire, soit ça ne l'est pas. C'est terrible. Mais alors, ouais, à quel moment ça commence à prendre vraiment forme C'était après Ultime Echo, je cherchais un projet. Enfin, je sais pas que je cherchais un projet. T'es un peu dans le limbo de j'ai pas de scénar et tu attends que les idées viennent à toi. Et je m'étais chauffée sur la paléoanthropologie et la primatologie et j'écoutais pas mal de bouquins là-dessus. Et j'avais regardé les films de la planète des singes. Donc je me suis chauffée et j'étais ouais, c'est une histoire de post-apo et y a un orang-outan et une meuf et ils papotent, puis ils cheminent ensemble et c'était nul parce que tout mon truc s'appuyait en fait. J'ai passé une semaine là-dessus à me dire que ce serait trop bien et en fait tout s'appuyait sur le langage des signes. Après je me suis dit tu ne peux pas faire du langage des signes en BD, ça ne bouge pas, ça n'a aucun sens et j'étais triste. Donc voilà, donc j'ai boudé et après quand j'ai arrêté de bouder je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs sur la paléoanthropologie, sur l'anthropologie tout simplement, sur les groupes, sur les chasseurs-cueilleurs, sur le néolithique amène à sédentarisation et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et là, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être ça qui est intéressant dans un projet, d'avoir des gens qui sont de cultures extrêmement différentes alors qu'ils restent 5 pelés sur Terre. Et après, je me suis rappelé de Pouic et Vlada et j'étais en mode ouais, je pourrais les mettre dedans, ça va être super. Et voilà. Parce que ouais, Pouic et Vlada, ils ont leur nom déjà à l'époque, oui. depuis très longtemps. Toujours. Et c'est juste avant. La seule différence, c'est que Vlada a des jambes et 2 yeux. Sinon, elle avait plus qu'un œil, elle avait un eye patch. Il était trop bien son gars. Et pourquoi tu l'as changé, ça, parce que je suis politiquement correct. Ce n'est pas à moi de raconter les histoires de personnes. Éborgné. Voilà. Ok. Et Pouic, le prénom C'est Pouic. Mais Pouic. Ouais, juste comme ça, voilà, tu te casses pas la tête. Non, et c'est à peu près les meilleurs prénoms que j'ai trouvés de ma vie, donc c'est dire à quel point on part de c'est dur de trouver des bons prénoms. Prénom et titre, je suis vraiment c'est une catastrophe. J'y arrive pas. Faut que t'emploies quelqu'un. Ouais. Un préposé au nom. En plus, enfin, tu vois le nom, le titre Asphalte Sauvage, c'était dans une tentative un peu con de faire appel aux éditeurs en mode un peu roman graphique, tu vois, sensible. Asphalte Sauvage. Mais et j'ai pas calculé en fait, mais quand on a signé avec le 619, pour moi c'était un titre temporaire parce que justement avec le 619 on aurait pu prendre un titre un peu plus fun et pas Asphalte Sauvage. Et en fait je vais quand même oublier, je me suis réveillée genre un mois avant le rendu. Et j'ai dit, ouais, demande aux autres, vous pouvez pas faire une réunion, trouver un autre titre. Et non, mais ils aiment bien tous. Non. C'était peut-être pas aussi nul alors comme titre. Bah, c'est dire à quel point je suis nul en titre, c'est que je le trouve nul, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou alors ça confirme que toi, effectivement, c'est pas bien. Oui, parce que donc on est sur du post-apo. Donc on a ces deux personnages, Vlada et Pouic, qui se rencontrent. Ils ont tous les deux plus personne. Il y en a un qui vivait qui a été élevé par un maître en solitaire, on va dire. L'autre qui était dans une tribu. Et donc, effectivement, ils ont des points de vue sur le monde qui est tout à fait différent, parce qu'on est dans un... Donc voilà, l'apocalypse est arrivée. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle est là. Et Pouic, lui, il est passionné du monde d'avant, enfin, de livres notamment. Tandis que Vlada, elle estime que tout ce qui est technologie ou toute trace du monde d'avant, a priori, c'est pas bien. Et donc, donc ils sont... Vraiment, leur modèle, leur schéma de pensée n'ont absolument rien à voir.
Et donc, ils vont quand même se retrouver l'un l'autre parce que, comme tu le dis, il reste plus grand monde, à essayer un peu d'explorer les vestiges du monde passé, avec un objectif aussi de destination à un moment donné. Euh, comment t'as articulé en fait tout ce monde post-apo, et notamment, effectivement, on sent bien que tu prends un registre qui est très connu, qui est très balisé, et que tu décides d'aller vraiment à l'opposé total de ce à quoi on peut s'attendre vraiment dans le post-apo, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il y aura pas Mad Max, il y aura pas des affreux méchants à buter, il y aura pas un MacGuffin à aller récupérer. Ouais, donc vas-y, explique-moi un peu tout ça. Donc le post-apo, c'est un de mes genres préférés du monde entier, de la terre entière, même si je trouve que la prod est globalement pourrie. C'est quoi, juste, t'as des œuvres vraiment de post-apo qui t'ont vraiment, vraiment marqué Euh, J'aime, je sais pas si tu as vu le film Le Livre d'Eli, mais je suis quand même capable de le regarder, donc j'ai pas d'œuvre C'est pas un préférée. bon film, je crois, justement, The C'est Book un of film de Eli. merde. Ouais, c'est ça, hein. C'est pour te dire à quel point mes attentes sont Son basse. sol. Mais ouais. Ouais, en post-apo aussi, Malville de Robert Merle, mais Ouais, ok, ouais. c'est un tas de problématiques dedans. Je conseille pas forcément de le lire à l'heure actuelle. Mais, Ah je l'ai lu l'année dernière, figure-toi. tu n'as pas eu de problème avec la personnage qui est muette, qui accepte de coucher avec tous les hommes du château et de porter leur enfant? Moi, je suis un mec 6-7, white, privilégié, tout ça, donc ça me passe un peu au-dessus. C'est un contexte quand même, enfin, vu le contexte de l'histoire, oui, effectivement. Ouais, mais elle est muette. Enfin, c'est oui, vraiment. mais Elle a aucune agentivité, elle est muette en oui, plus. c'est ça, mais la façon dont ils se la partagent et tout ça, oui, enfin, c'est sûr. Et puis bon, Emmanuel avec la gosse de 12 ans, c'est pas top non plus. Hein. C'est sûr. Bref, je l'ai lu 1 million de fois ce livre. Mais après, le post-apo te met toujours dans un cadre qui est tellement particulier que tu as quand même plein de situations extrêmes et d'organisations où tu dis, oui, effectivement, par rapport à tes codes de la société actuelle, ça ne fonctionne pas. Et après, tu dis, bon, dans le contexte, c'est un bouquin qui est assez vieux aussi, donc j'imagine que comme d'autres auteurs comme Barjavel et tout ça, voilà, il y a plein de choses qui ont été écrites à un moment donné. Moins où vieux que effectivement, Barjavel, quand même. ouais, C'est les années 70 même. ouais. Mais où tu dis effectivement, 50 ans plus tard, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles aussi on a un autre regard, quoi. Mais Après, à sa décharge, c'est pas forcément si différent de ça ce qui sera raconté aujourd'hui, ou en tout cas il y a 10 ans. ouais. Mais je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point je crois au fait que les gens deviennent Des fous, ouais. des fous quand c'est la fin du monde. En vrai, Ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend avec qui. non, mais rappelle-toi le Covid, avant même qu'il y ait le lockdown, les gens faisaient des provisions de PQ. Et au final, je veux dire, on a eu une crise, qui a été une crise. Bon, déjà, on a retenu aucune leçon de tout ça. Mais je veux dire, c'est que au final, le virus du Covid était très contagieux, mais il n'avait pas la létalité ne serait-ce que d'une grippe espagnole, tu vois, ou d'un nouveau variant de grippe. Et tu vois déjà quand même comment les gens ont commencé à paniquer très rapidement et tout ça. Donc tu trouves que c'était la grosse panique? Ouais, en tout cas, moi, je l'ai un petit peu ressenti. Ouais, mais c'était pas non plus... Enfin, je trouve que pour une situation... C'est peut-être juste la lecture qu'on en fait, mais je trouve que pour une situation où les gens sont assignés à résidence, il y a eu quand même peu de résistance, et ça a été quand même très... Parce qu'on n'a pas eu des gens qui crevaient dans les rues, tu vois, les hôpitaux étaient débordés, et puis nous, on a eu, entre guillemets, le privilège de ne pas l'avoir vécu sur le front non plus, on va dire, par rapport aux gens qui étaient dans les hôpitaux notamment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y avait déjà des petits comportements qui étaient déjà assez absurdes, notamment sur les stocks de PQ. Pour un petit truc, pour me dire qu'effectivement, si demain on a un Covid avec la létalité de la grippe espagnole, ou alors que je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on n'a plus d'électricité, ouais, à mon sens, je pense que ça deviendra quand même assez chaotique rapidement, mais je peux me tromper. Juste pour dire que est-ce que le post-apo est si éloigné de notre réalité, vraiment, tu vois? Bon. Outre c'est un débat. Nos croyances personnelles voilà, ouais. de côté, ouais, je sais pas, c'est quand même... le post-apo, au-delà de ça, il suit quand même une trame, enfin une formule
une formule narrative qui est peu remise en cause, qui est toujours la même qui est utilisée, c'est insupportable, qui est effectivement souvent écrit par les mêmes personnes, qui sont des mecs d'un certain âge, euh, blanc ou non, je pense qu'on s'en branle, mais en tout cas qui réfléchit pas beaucoup plus loin qu'il y a un truc. Je sais plus comment il s'appelle ce roman. C'est un truc sur une pandémie qui tue beaucoup de monde, et t'as genre un père et son fils, et ils vont rejoindre une communauté. Et c'est le patriarcat. Non, c'est le daron, parce que tu suis le fils, qui est donc petit au tout début, et qui après devient adolescent, et en fait le daron, il C'est est... pas La Route, non? Non, non. Ah, ok, Non, parce que c'est un truc, il y a quand même... Enfin, il y a du monde sans avoir... C'est pas du tout la même... C'est pas un McCarthy du tout. Et le daron est vraiment présenté comme une grosse fiotte, tu vois. Il y a des gens, ils sont venus, et puis ils voulaient de l'essence, et il leur a donné. C'est vraiment une grosse fiotte. Et c'est ça pendant tout le truc. Et c'est toujours le statu quo il faut la masculinité, elle est vénère, et puis les méchants bikers, et puis c'est toujours les mêmes clichés, c'est toujours les mêmes trucs. Il y a plein de choses qui me plaisent, mais c'est un peu fatigant. Les viols aussi, c'est fatigant. Ouais. C'est... Mais après, il y en a plein que j'aime beaucoup. Dr. Blood Money de Kadik. Il y a plein de trucs pétés, mais plein de trucs qui sont cool aussi. Enfin, je veux dire, le vendeur de lunettes, quoi. J'ai jamais pensé à ça de ma vie. C'est quoi? Parce que moi, je l'ai pas lu. Dr. Blood Money, qu'est-ce qui se passe? Explosion nucléaire. Hyper vénère. Bon, après, c'est un Kadik, donc c'est un petit peu farfelu. Il y a des mutants derrière, des rats mutants, des gens mutants, plein de trucs mutants. Et tu fais une petite communauté, tu l'as suivi de fait avant la... Non, tu l'as suivi même pas. Mais il y a des grosses ellipses, il me fait crever de rire parce que ces ellipses, ils s'en bat les couilles, quoi. Il te le dit même pas, il saut de page et t'es là, ah ouais, machin, il est mort, et l'autre, ok, bon, c'est pas grave. Et l'univers est plutôt cool, après, c'est Kadik, donc c'est très pulp et ça reste... Moi je kiffe, et t'as une personne t'as un vendeur itinérant de lunettes, et il est trop, c'est le roi du pétrole, le mec, tout le monde est en mode ouais, vendeur de lunettes, t'es super, parce qu'effectivement c'est un peu compliqué, c'est quand même on oublie que la vue c'est un putain de handicap si t'as pas le matos pour le régler, donc bref. Il est fan. Et il y a un chien avec des pouvoirs télékinésiques aussi. Ok, ça vend bien le truc. Mais toi, tu t'es dit donc, ouais, on va aller à l'encontre de tout ça. C'est pas que je me dis ça, enfin, c'est pas forcément j'arrive et je dis on va péter l'école. Je réfléchis pas, enfin, je suis très contrariant, mais pas à ce point quand même. C'est plus moi, moi je kiffe le post-apo. Qu'est-ce qui me plaît dans le post-apo? Il me plaît, c'est les ruines, c'est quand les gens ils arrivent à avoir un lien malgré l'adversité, c'est tous ces trucs là, donc c'est vraiment pas... Ouais, tu l'as pas fait en opposition à quelque chose. Non, pas du tout. Ce serait tellement pas intéressant de faire ça. Mais je pense que ça sent que j'aime le post-apo malgré le fait que je critique les codes. Enfin, quand je dis que c'est un de mes genres préférés, c'est vraiment le genre que je préfère au-dessus, c'est les zombies de Romero. Je sais même pas si c'est un genre, c'est juste les zombies de Romero. Et c'était, j'imagine aussi, bon, de toute façon, un choix conscient, mais de se limiter qu'à 2 personnages, d'autant plus que il n'y a pas de mensonge là-dessus, il y aura vraiment que deux personnages en tant que tels rencontrés. Alors tu en as un troisième dans les flashbacks, mais sinon en fait oui, et tu vois des cadavres, mais voilà, c'est ça, c'est qu'en tant que personnage vivant tu vas à l'économie, t'étais à 2 doigts peut-être de se dire ça va être une personne tout seul qui se parle à lui-même avec un ami imaginaire, quoi. Mais alors malheureusement, ouais, c'est dur de faire une seule personne tout seul. Si c'était un film et que je pouvais forcer les gens à être 1 heure devant un truc, je le ferais, mais là en BD ils vont la lire en 10 minutes. Non, après ça a toujours été Pouki Vlada seul contre le reste du monde. Il y avait des gens à une certaine époque dans ma tête, mais c'était pas intéressant. J'avais pas... Ça aurait pas raconté grand chose de plus que je voulais raconter avec ces 2 persos, d'avoir des gens en plus. Il y avait, c'était première version, je crois qu'il y avait une scène, enfin c'est pas je crois, je sais qu'il y avait une scène à peu près aux 2/3 du bouquin où c'est juste le début de leur amitié officielle, tu vois. Où Vlada voyait un groupe de gens au loin, ouais, et faisait le choix elle-même de pas les rejoindre et de rester avec Pouki. Mais je l'ai pas inclus parce que on m'avait fait remarquer, je suis assez d'accord avec ça, si on voyait soit on voyait personne,
soit on voyait des gens et on leur parlait, ça aurait été bizarre d'avoir cette espèce d'entre-deux à juste les voir de loin, et je sais pas. Et ouais, comment en fait tu t'installes en fait, même au travers du scénario en fait, le développement de cette amitié, parce que c'est quand même un bouquin en fait qui montre comment deux personnes qui ont pas grand chose en commun en fait, sont amenés à c'est pas toi qui sont amenés à faire du chemin ensemble, mais même à se connaître en fait, et ça se fait vraiment à la fois alors par certains endroits où en fait où ils vont trouver des objets, mais c'est aussi juste que sur 2-3 aspects de leur personnalité, tu vas jouer avec ça, ils se font des vannes et parfois ça les met un peu en conflit. Ouais, je voulais ça. Mais je voulais voir aussi comment tu construisais ton histoire pour qu'on ait vraiment le développement de cette amitié. J'ai un peu chié dans la colle au début parce que le scénar avait la bonne progression sur le papier, mais en fait je mettais trop de temps à ce qu'ils deviennent vaguement potes. Enfin, pour moi, il y a 4 étapes. On est inconnus, on se parle pas, on est chaud pour l'un de l'autre. Deuxième étape, on est en mode t'es peut-être ok finalement, on peut se marrer un petit peu. Et troisième étape, on devient pas de potes. Et le au début, j'avais encore une fois toujours les mêmes trucs. C'était juste une histoire de reprendre les émotions pour qu'elles soient justes, reprendre les actions pour que ça se fasse bien. Et en fait, quand je suis arrivée à la moitié, 2/3, la moitié du bouquin, je me suis dit, le début il est tout pourri, il faut que j'en fasse des pages. C'était pas pour une histoire de dessin, c'était vraiment pour une histoire de relation entre les deux, qui était pas satisfaisante, qui mettait trop de temps à monter. Et ça aurait vraiment été différent si j'avais laissé ça comme ça. Je pense que tu aurais passé les 50 premières pages à être en mode genre, ils ne se font pas confiance. Mais on a compris. On peut passer à autre chose, on a le sentiment, mais c'est dur dans un contexte de one-shot, je trouve, de construire une relation. Là où en webtoon, c'est vachement plus facile parce qu'il y a le côté sitcom, il y a le côté épisodique où les persos, t'as même toi le temps d'apprendre à les connaître. Et c'est pour ça que j'ai dû reprendre à la fin, c'est parce que ça m'a pris du temps avant de bien les cerner, de bien les avoir, et que au final j'avais besoin de faire des pages toutes pourries où les émotions sont pas bonnes pour revenir et les refaire. Ouais, et pourtant, tu peux trouver une forme de construction épisodique qui serait un peu séparée par ces doubles pages, plus de narration environnementale un peu, qui font un peu des césures aussi dans le rythme, mais enfin, je sais pas si tu l'as pensé comme ça, mais on peut y voir une forme de lien, non? Ouais, après, quand je dis le format épisodique de Webtoon, j'entends pas, pas la progression que ça quand tu la lis, mais moi quand je la fais. Quand je fais du Webtoon, je suis pas à plein temps dessus. Ok. J'ai 2 jours, 3 jours si vraiment je me suis pas sorti les doigts du cul par semaine là-dessus. Donc ça fait vraiment c'est pas du taf qu'à enchaîner, c'est un laps de temps assez long pour que ton cerveau il puisse se reposer. Tu sais, c'est comme quand tu apprends un truc, ça prend 2-3 jours pour ressortir bien et bien imprimer, c'est vraiment la même chose en fait. Moi je peux pas, enfin je trouve et c'est pour ça que je reprends mon scénario à chaque fois que j'entame un chapitre, c'est parce que j'ai besoin de tout ce temps. J'ai besoin que ça marine un petit peu, j'ai besoin de voir les trucs pour d'attendre pour que ce soit mieux en fait. Et c'est dur, je trouve c'est extrêmement dur à faire. Enfin, tu peux pas vraiment le faire quand tu es sur un one shot en BD et que tu enchaînes tout. Et, et le côté épisodique, il y a aussi un contrat que tu passes quand tu fais des épisodes vraiment avec des lecteurs webtoon, etc. Ça dépend comment tu fais des trucs. Moi j'ai toujours choisi de faire des ellipses. À part quand c'est des doubles épisodes, mais sinon j'ai des ellipses à chaque truc. Et ça sent, et ça met du temps, et ça. Enfin, je trouve ça dur à faire en BD one shot en fait, ce truc là, même si tu fais des respirations et t'arrives à faire des ellipses aussi, mais t'auras jamais et je pense même ce serait chiant de tout d'un coup lire un format épisode extrêmement régulier de début milieu fin début milieu fin début milieu fin, je sais pas. T'as fait des recherches un petit peu pour l'environnement, est-ce que ça se passe en France techniquement, enfin dans un pays qui ressemble à la France? Techniquement en France, ouais. Ouais, ce que j'ai Thomas qui a fait un papier sur 9e art où il note du coup, enfin il note des références très visuelles même d'un coq d'autoroute, enfin que moi j'avais pas Ouais, du tout ouais. parce que C'est l'art autoroutier. je suis une bille en géographie.
Mais ouais, il y avait une volonté quand même de l'inscrire dans une certaine réalité quand même, quoi. Ouais, dans une réalité cocorico France 70s post-truc. C'était... Ma sœur, elle est architecte. Elle a bossé un certain temps au patrimoine, mais pas dans le sens patrimoine des églises, patrimoine... oh, regarde la Courneuve, c'est incroyable, c'est une preuve du XXe siècle, c'est super. Ok. Donc elle a fond là-dessus. Et tout ce qui est gros trucs en béton vénère, les autoroutes, tous ces trucs-là, en fait, j'en avais parlé avec elle et j'étais en mode, non, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse pour la brouette. Il faut complètement que ça se passe en France et prendre ces trucs-là. Et bon, un peu rétro, mine de rien, parce que j'aurais du mal à le faire. Enfin, c'est quand même plus rigolo d'essayer de faire des petits logos 70s et de reprendre les panneaux de route à l'ancienne que de faire un truc contemporain. Mais ouais, il y a pas mal de recherches de ce côté-là. Et dans cette façon un peu que tu as de raconter un peu le monde qui nous entoure juste par les objets, par les vestiges de ce qu'on laisse, c'est aussi important pour toi un peu d'avoir ce forme de témoignage en fait, pas par les gens, mais par ce qu'on laisse, ce qu'on laisse derrière nous. Ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'il y a dans le décor, ce qu'il y a c'est vraiment la narration par le décor que je trouve intéressante et qui revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être très économe sur les dialogues ou plutôt que d'avoir 5 pages. Je pense qu'une autre histoire aurait fait le alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu penses, moi j'ai vu ça, comment dire, moi j'ai vu ça, et on s'en branle en fait, ça n'a aucun intérêt pour l'histoire, donc voilà. Et de le faire de manière visuelle, j'avais été émerveillée en voyant le film Children of Men, Ouais. qui a tout ce début avec quand tu vois les coupures de journaux, quand il est dans un supermarché ou café ou je sais plus, t'as la télé et ils te disent à aucun moment que les gens sont infertiles, mais c'est juste fais attention 2 secondes, ta gueule, regarde, écoute ce qu'on te dit et tu l'auras même s'il n'y a pas de dialogue là en fait. Et ça c'est un truc que je souhaite émuler toujours. T'es contre la surexplication. Grave. Si tu peux me le raconter avec des images, enfin ce que tu disais tout à l'heure, on est sur un médium visuel et textuel, mais si tu peux le raconter par l'image, raconte-le par l'image en fait. Comment t'as construit la personnalité de Puig et Vlada, donc avec notamment cette culture de nous on a peur des livres, enfin on n'aime pas ça, on n'aime pas tout ce qui est d'avant, et d'autres qui vouent une fascination, et puis même ce côté très, je sais pas, moi c'est parce que j'ai quelque chose que je retrouve aussi avant dans Ultime Echo, ce côté très atypique en fait de tes personnages, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une personnalité qui est forte, vraiment. Et qui leur donne un charme assez immédiat en fait, et qui fait que tu vas t'attacher à eux, quoi. Donc comment est-ce qu'on construit des bons personnages, Anne? Ouais, déjà merci, ça fait plaisir. Pouic, il était one shot depuis le début et depuis 10 ans à peu près. Il est giga awkward, il a du mal à parler voilà. Et en fait c'est plus à partir de ça que son lore est venu de ok, il a été élevé par un mec hyper chelou et pas top. Vlada, ça a été plus dur parce que sa personnalité est pas forcément la même que j'avais depuis 1000 ans. Et même s'il y a il y avait toujours ce côté assez énergique qui prend quand même un peu de place. Et c'est plus ou moins à cause d'elle que j'ai dû refaire les pages du début, parce qu'il y avait, sans trop spoiler, elle a elle-même une fascination pour l'ancien monde qu'elle refoule de ouf, et c'était tout ce truc-là à réussir à mettre en place en fait, que je trouve marchait bien avec le perso. Un bon perso, c'est quelqu'un qui... Enfin, moi, je reste quelqu'un de la comédie. Je vois pas mal de critiques sur sur Espace Sauvage, qui sont en mode « Ah, et des fois on rit, et je suis un peu piqué, je suis un peu en mode quoi, je suis pas drôle. T'arrives 2 fois, c'est ça le problème. » Mais tant pis, c'est pas grave. Alors déjà, faut pas lire les critiques en ligne, hein, sinon c'est la boîte de Pandore, hein, de faire ça quand t'es auteur. Pour le moment, ça va.
C'était franchement Ultime Echo, il y a eu 3 instances de mecs qui faisaient des critiques négatives et qui me taguaient sur Instagram en même temps. Et j'étais, mais vas-y, mais t'as pas de race. Ah ouais, C'est méchant. bah oui. Et donc pour les persos, euh, si je pense à une personnalité et que le perso me fait marrer moi-même, c'est que je suis sur la bonne voie de toute façon. Je sais pas, c'est un truc qui vient. Tu peux avoir des inspirations d'autres persos que t'as vus en disant non, mais ce serait plus logique s'il était comme ça, et qu'est-ce que ça marcherait bien. Mais c'est vrai que je passe tout. Ils ont peut-être l'air aussi un petit peu. Enfin, l'air. Ils sont peut-être aussi un peu awkward et tout ça, parce que Oui. bah, je pars des codes de la comédie, donc je vais partir avec des personnalités extrêmement fortes. Enfin, pas fortes dans le sens grande gueule, mais fortes dans le sens reconnaissable très facilement. Et c'est après que je vais essayer d'y apporter un petit peu de nuance pour pas être trop premier degré dessus, quoi. Et si ça se travaille beaucoup aussi les dialogues en fait, parce que notamment parce qu'il y a à la fois le fait de chacun raconte son histoire, mais aussi cette complicité qui doit s'installer en faisant d'une situation de conflit qui deviennent après complices, et notamment des traits de caractère très importants sur lesquels ils sont en opposition, mais à la fin ils commencent à se tailler dessus. Notamment notamment dans la communauté de Puig, on mange les morts. Et au début, c'est effectivement présenté comme quelque chose d'horrible, notamment pour Vlada, et puis au final, ils en viennent à se tailler dessus. Ouais, je vais voir. C'est facile d'avoir un peu ces vannes qui s'installent, en fait, de construire là. Bah, là, c'est juste. Enfin, c'est la manière. Tu les répètes à voix haute pour savoir si c'est marrant. Non, Hein. non, j'ai jamais fait ça. J'aurais trop honte. Encore une fois. Non, mais pour la taille, enfin, moi, c'est la manière dont je suis en fait avec les gens, donc avec les gens qui sont proches de moi. Mon affection, c'est de te tailler sans relâche jusqu'à la fin. Qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien, et j'attends qu'on fasse la même chose en face avec moi. Enfin, si t'es pas capable de rire en disant que je suis une merde, que fais-tu? Mais donc ça, c'est plutôt naturel. T'avais Mathieu Babelet qui a regardé un petit peu le scénar pendant qu'on bossait, qui avait un peu plus de mal avec les persos, justement le côté grosse taille et tout, et qui à un moment, on m'avait un peu vexé à cause de ça, qui avait dit non mais là tout ce que je vois c'est Anne qui parle à Anne, quoi. J'étais, bah oui, c'est moi qui écris, moi ça me dérange pas ce genre de truc, le fait que les personnages ils parlent de la même manière, le fait que j'ai je serais pas capable de faire un truc qui est émotionnellement impactant si j'utilisais pas ces trucs que je connais bien moi, parce que moi je suis comme ça. Ouais. Et je pense que c'est là aussi où j'arrive à faire des persos qui peuvent être attachants, c'est que je sais pas de faire autre chose que ce que je connais. Et comme je fais des trucs que je connais, je vais pouvoir vraiment être juste dans l'émotion. Enfin, être juste. Ça marche pas sur tout le monde, bien sûr, mais je vais pouvoir avoir globalement une émotionnalité de si les gens ils ont adhéré à ce que je faisais et qu'ils sont d'accord sur le contrat de voici moi comment j'écris, les fins de ce que je fais, ils sont souvent en mode ouais, c'était émouvant, et quand il y a des moments émotionnels de ouais, ça a bien marché. Est-ce que c'était un trope que tu voulais éviter aussi, le fait qu'il y ait pas que ce soit vraiment une histoire d'amitié et que jamais en fait on essaye d'avoir vraiment une quelconque romance ou mieux du cul, puisque quand même voilà, on est quand même dans un monde où il y a plus grand monde, donc tu pourrais dans n'importe quel autre scénar Complètement. ça aurait pu arriver, et là justement la seule fois où tu abordes le sexe, tu renvoies le truc avec une réplique qui est à mourir de rire pour le coup, mais et que je laisserai les lecteurs découvrir, mais ouais, vraiment pas de romance dans mon post-apo. Ouais, je vais faire des manifs comme ça, petit t-shirt. C'est ça. Ouais, alors là par contre pour le coup quand je te dis, enfin là c'est de l'évitement total. J'ai pas fait Asphalt en opposition au post-apo, mais alors ça je l'ai réfléchi et 200 000 fois. Au niveau du vrai lore, et ce que ça aurait dû être, c'est que il baise en toute amitié. Le problème c'est que j'aurais pas ça, je sais que c'est trop dur à expliquer sans surexpliquer au lecteur qu'ils baissent comme des bros. Ça aurait pas. Non, mais. Parce qu'en vrai, c'est ce qui. Dans mon vrai lore à moi, c'est ce qui se passe parce que t'as besoin d'un coup de main, en gros, quoi. C'est normal. En plus, avec deux personnes qui n'ont pas du tout
cette notion des relations romantiques, de ce genre de choses. Forcément, ça aurait été marrant en plus à développer, mais trop long, pas le sujet, et trop d'incompréhension possible. Et si quelqu'un arrivait en me disant « Ah, elle est super leur histoire d'amour », je me tirais une balle. Donc, je sais pas écrire des histoires d'amour. J'ai- Dans Ultime Echo, je prétendrai jamais que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de rupture, c'est pas une histoire d'amour. Moi, je sais pas. Je suis trop gardée là-dessus. Je serais pas capable de. Je peux te donner des émotions en rigolant avec des gens qui s'insultent et disant va crever, mais alors avec des gens qui se font des bisous. La première fois que j'ai fait deux persos qui s'embrassent dans un webtoon, j'étais mort de honte. J'ai toujours la honte. Mais ah ouais, non, c'est dur. Ok. Mais ouais, d'accord, très bien. Donc, Quoi non, bah, t'as pas, enfin, je sais pas, t'as pas besoin d'avoir vécu forcément des grandes histoires d'amour pour. Enfin, je veux dire, on a un imaginaire aussi sur le romantisme. T'as pas forcément besoin d'être connaisseur à fond du romantisme Alors, pour en faire une histoire, tu vois. ouais, c'est pas une histoire d'être connaisseur. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi. Pour moi, parce que j'aime bien consommer de la romance, hein, c'est juste un truc que moi je sais pas faire, mais je trouve ça vraiment cool. Euh, la romance, c'est un truc de genre que je trouve relativement similaire à l'horreur, vu que c'est beaucoup de mécanismes de tension et de relâchement, et de tension et de relâchement, et de savoir à quel moment faire monter la tension, quel moment la garder, quel moment nous décevoir, parce qu'il n'y a pas eu le bisou ou la main au cul, mon dieu, quelle horreur. Mais, et si, enfin pour moi, il faut une vraie expertise pour faire de la romance, au même titre que faut une vraie expertise pour faire une histoire d'horreur. Tu peux pas arriver, ou même un polar, tu vois, tu peux pas arriver en mode j'en ai jamais fait, j'en consomme peu et dire hop, je vais révolutionner le genre, c'est pas possible. C'est parce que c'est des. Au même titre que la comédie, c'est des trucs qui. T'as une corde sur laquelle tu dois appuyer. Moi, avec la comédie, c'est de faire marrer les gens, je sais faire. Euh, L'horreur, j'aimerais en faire, donc j'étudie ça en ce moment. Je sais même pas si c'est la bonne manière d'essayer de le faire, d'étudier. Mais tu dois me faire me chier dessus, ce qui est pas facile. Parce que le rire, c'est quand même une émotion qui est plus simple à provoquer que d'autres choses, quoi. Et qui est plus naturelle. Mm. Tout le monde essaye de faire des petites blagues, des petits machins. Et donc la romance, moi je trouve ça extrêmement dur de faire ça, quoi. Ouais, alors pour la peur, ça va être une autre paire de manches aussi, quoi. Parce que Grave. surtout en dessin, quoi. Ouais, mais c'est pour le côté dessin aussi que ça m'intéresse, parce que tu peux faire des trucs un peu plus conceptuels. Pour la romance aussi, mais si je faisais de la romance, je le ferais pas comme ça, je le ferais de manière plus réaliste, parce que c'est ça que j'aime bien. Pour l'horreur, tu peux te permettre de te déporter un peu. Et de toute façon, la BD d'horreur, ce sera jamais un film d'horreur et ce sera jamais un bouquin d'horreur, Ouais. malheureusement. Et alors pour aller vers le côté un peu plus interview combini, t'es plutôt Team Pouic ou Team Vlada, Team Vlada. mais plutôt par rapport au rapport au bouquin, quoi, notamment qui est vachement intéressant. Parce qu'autant on peut dire effectivement, si on est dans le jour d'après, de dire on laisse tomber le monde d'avant parce qu'ils ont fait plein de conneries et tout ça, et tu te dis bon effectivement que par exemple on laissera tomber les réseaux sociaux, c'est très bien que ça aura disparu, il y aura sûrement plein de choses comme le capitalisme Ouais, à outrance que ce sera très bien de le mettre derrière. Par contre c'est vrai que les bouquins en général, bah non, les bouquins c'est important, hein. Les bouquins c'est le savoir, les bouquins c'est les histoires, et c'est marrant du coup d'avoir ce personnage qui non ah ouais non les livres ouais, en apparence faut pas, quoi. ça, c'était vraiment le côté mes propres conclusions de mes recherches de paléoanthropologie, à me dire que c'est le néolithique qui a tout niqué, c'est-à-dire l'agriculture et l'écriture, et d'être en mode pas de livre. Toi, bah ouais, mais s'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de BD. Ah non, Et bien s'il n'y a sûr. pas de Non, BD, non, il n'y non, a non, pas non. d'asphalte sauvage. Dans le cadre Ouais. du scénario, je lis des livres avec pas d'image et j'aime ça. T'imagines si on était encore coincé à la tradition orale, ce serait quand même compliqué, quoi. C'est chiant, hein. Sachant qu'on a une forme de retour, enfin pas de retour à ça, mais hors sujet total, Vas-y. mais même sur le côté au final, les faits n'importent plus parce qu'en fait, il suffit de raconter quelque chose que en fait les gens vont le reprendre sans vérifier. Ah On oui, s'en oui, fout d'avoir des complètement. traces, tu vois. Donc c'est déjà une forme de retour au pré-néolithique quelque part, mais ouais, du coup, toi, ton rapport à ça. Mon rapport à ça, bah, j'ai toujours. Je pense que je sais pas si je fais un virage ou non, un petit peu quand même. Mais
j'ai toujours trouvé que le post-apo, enfin toujours trouvé, je trouve depuis quelques années que le post-apo en général a un peu ce côté rêve bourgeois de retour à la terre, il n'y aura plus de personne, j'aurai plus de travail, on va plus m'emmerder, je pourrai sillonner la terre. Oui, et puis syndrome Covid, je fais du pain chez moi, quoi. Ah non mais grave, Ouais. et j'ai carrément ce côté-là, hein. Moi pour m'endormir, je suis obligée de me raconter des petites histoires dans ma tête. Une de mes histoires, c'est du post-apo, j'ai construit une petite maison, et puis il y a ça dedans, et puis c'est super, et puis j'ai mes tomates. Et super ma maison. Ça fait des années que je la peaufine, elle est top. Mais je pense qu'il y a de ça dans ce discours de Vlada et du groupe de Vlada, de tout c'est de la merde, on va tout tuer. Il y a un peu ce côté-là, ouais. Tout détruire et c'est pas revenir en arrière, c'est tout laisser derrière soi, quoi. Parce qu'on a quand même chié dans la colle en tant qu'espèce animale là où on en est. Mais après j'aime bien ce petit trip traditionnaliste de Pouilly à parcourir le monde pour trouver des livres, c'est fun aussi. Mais pas n'importe quel livre, parce qu'en général, les livres qui ont l'air de faire peur, il veut pas. Et lui, ce qu'il aime, c'est Pilou. Oui. C'est Pilou. D'où vient Pilou? Est-ce que t'as un affect pour les choupis pas du tout. et petits ours bruns Alors, j'étais en train de... Je me rappelle très bien quand j'ai pensé à Pilou. C'est que j'étais en train de parler avec Guillaume et j'étais en train de m'énerver parce que j'arrivais pas à unlock le scénar de la boîte. J'étais non, je trouve pas. Ça, c'était quand j'avais repris, quoi. J'avais lâché Laurent Houtan et que je me disais non, moi je peux mettre les persos de la boîte. Et j'arrivais pas à trouver le truc qui faisait que c'était une histoire. J'avais la relation, j'avais tout le truc, mais j'avais pas le... Parce que mine de rien, t'es obligé d'avoir un cheminement pour une histoire. Ouais. Enfin, un objectif. Un objectif. Ouais. Même si aussi pourri soit-il. C'est pour ça quand t'as dit au tout début qu'il n'y avait pas de MacGuffin. Oui, en fait, mais il intervient, mais il arrive quand même à la moitié du récit, tu vois, donc il intervient assez tard. Et en fait, donc j'étais en train de parler avec Guillaume et il me disait, en gros, je disais des trucs qui étaient c'est pas une histoire. Je disais un truc qui était c'est pas une histoire. Et à un moment, il m'a pété les couilles. J'étais mais tu veux quoi? Tu veux qu'ils soient en quête d'un livre à la con? Et j'ai fait peut-être qu'ils sont en quête d'un livre à la con. Donc voilà. Et ça a décoincé le truc, quoi. Ça a grave décoincé le truc. Et là, je me suis dit, les MacGuffin, c'est pas si mal, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on les, qu'on les utilise, quoi. Mais après, il a fallu inventer Enfin, après, ça t'est venu rapidement Oh, Pilou, le petit chien qui apprend, oui, bien sûr. Pilou, c'est à moitié comment j'appelle mon chien. C'est un petit... Parce qu'il fallait que ce soit un livre ridicule. Il fallait que ce soit un livre ridicule. Et à la base, je m'étais dit une romance con avec des squalies qui se font des bisous, sauf que je me suis rappelé de... Comment il s'appelle Epsilon de Lolita Couturier. Epsilon. Retour vers Epsilon, ouais. Détour vers Epsilon. Détour et après c'est le retour. Non, c'est d'automne. Non, c'est. Mais oui, c'est en tout cas il y a Epsilon dedans et c'est bien Lolita Couturier aux Humains, ouais. Et dedans il y a déjà les romans ou les mangas, je sais plus, mais les trucs de romance. Et j'étais je peux pas faire ça en fait. Et tout le reste aurait été un peu chiant. Je sais pas, j'aurais peut-être pu trouver un truc plus inspiré peut-être. Non, mais après le délire de en fait il y a aussi un parc d'attractions et d'un coup ça devient un vrai objectif et que ça te permet d'avoir toutes ces autres tous ces autres lieux de passage en fait qui permettent d'avoir toujours ces rencontres, ces échanges et de développer cette amitié entre tes persos. Parce que comme tu dis, on l'a déjà dit avant, mais que l'important ça reste le voyage au final et pas la destination. Ça va être le thème du podcast. Oui, clairement. Ça sera le sous-titre de l'émission. Écoute, il y a pas... Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un autre thème qui est important dans cette BD quand même. Et bon, j'invite encore les gens à aller lire la BD en général. De toute façon, quand on fait ces entretiens fluff, c'est mieux d'avoir lu la BD avant parce que clairement, on va dans le fond du sujet. Donc, si vous n'avez pas fait, c'est le temps d'y aller parce que maintenant, on va de plus en plus aller spoiler des choses. Mais alors, le cannibalisme quand même. Le cannibalisme. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans le post-apo. Ouais. Où c'est souvent les horribles méchants d'en face, mutants, dégénérés, ce que tu veux, qui bouffent les autres parce que qu'est-ce qu'il y a de plus méchant que de pas manger les autres, c'est tellement méchant. Mais toi tu le prends alors de façon tout à fait différente dans le sens que c'est un rituel en fait
de manger les morts, qu'il faut pas les mettre en terre parce que mon Dieu, c'est leur manquer de respect de les laislaisser à la merci des vers et de la décomposition. Et c'est quand même un truc qui revient souvent et puis qui aura une vraie incidence à la fin de ton récit, puisque on a quand même, donc là je dis encore spoiler alert, arrêtez ce podcast tout de suite sinon je vous gâche la lecture. Donc finalement Pouic qui se blesse et qui finit par mourir, et donc Vlada qui décide, par respect pour lui, parce que voilà, ils ont construit cette amitié et qu'elle le respecte, qui décide de le manger. Comment on arrive à rendre une scène de cannibalisme émouvante c'est beau, hein, tu vois. Ouais, comment on en arrive là, quoi. Alors, je suis fascinée par le cannibalisme. Ok, depuis, j'appelle les secours. J'ai peur maintenant. Mais vas-y, sérieusement. Et c'est un sujet. C'est le côté putassier c'est tabou, c'est un des sujets les plus tabous avec la nécrophilie et deux, trois autres trucs comme ça. Ah, c'est quand même moins pire que la nécrophilie. Ouais, je pense que sur l'échelle du horrible, c'est quand même bien. Les deux sont bien horribles, quoi. Et moi, c'est un truc que. Je suis un vampire, c'est horrible. Tout ce qui est récit de catastrophes humaines et de ça, j'aime bien, tu vois. C'est ce qui est pas top. C'est un peu moins maintenant. Je crois que je commence à avoir un peu une âme, une morale. Mais je suis assez passionnée de récits polaires. Enfin, polaires. D'expéditions du 19e siècle ou un peu avant. Et il y a souvent du cannibalisme, parce que quand tu es coincé en Antarctique, qu'il n'y a personne qui vient te chercher, qu'il n'y a plus à bouffer, et que machin, il est mort d'inanition, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énervé dans ça, pour le coup. Il y a un peu plus d'envie d'aller à l'encontre de ce truc-là. Parce que dans la route, notamment, avec c'est tellement cliché, les cannibales, à chaque fois. C'est tellement, comme tu disais, tu vois, il y a rien de plus méchant que d'être cannibale, alors que le cannibalisme, c'est un truc qui en général, dans le cadre de manger des gens, ça va être vécu de manière honteuse. Les gens, ils sont pas bien. Il y a plein de témoignages où c'est vécu de manière... C'est pas parce que t'es méchant que t'as mangé des gens, c'est parce que t'avais pas le choix. Et il y a quelques rituels de cannibalisme qui sont un peu méchants dans certains groupes qui vont manger leurs adversaires et ce genre de choses. Mais t'en as aussi qui sont très affectifs et très affectueux, où tu manges pour honorer. Et en fait, l'idée m'est venue... Il y a toujours eu le cannibalisme dans la brouette, dans les scénars, sous une forme ou une autre. Et à la base, c'était Pouic et Vlada qui étaient cannibales ensemble, qui mangeaient des gens. Ils étaient mignons, tu vois. C'était cool. Et en fait, donc, encore une fois, paléoanthropologie, j'écoutais un bouquin d'une chercheuse qui était en mode réhabilitation des Néandertals à 200%. C'est juste 500 pages de « Les Néandertals, c'est trop cool !» Et c'était grave cool. Et elle fait parce qu'il y a des instances où on a retrouvé des os de Néandertal avec des traces de dépeçage. Dedans dépeçage. Parce que Néandertal, c'est celui qui n'a pas survécu. Tout à fait. C'est notre cousin, on lui a mis la misère. On ne sait pas. Non, il a peut-être été assimilé aussi dans l'ADN, parce que toi et moi, on a l'ADN néandertal, donc il y a sûrement une histoire d'assimilation. Donc elle fait tout un chapitre là-dessus en disant s'ils étaient cannibales, ils n'étaient pas forcément méchants, parce que, exemple de tant, où c'est des rites funéraires, en fait. Ouais, voilà. C'est des rites funéraires. Et donc quand j'ai écouté ça, j'étais ok, c'est intéressant, peut-être que... C'est-à-dire qu'à chaque fois, de toute façon, c'est ce que Pouic dit aussi, c'est qu'en fait on mange nos morts, c'est jamais on attaque quelqu'un pour le tuer et le manger, voilà, quoi. C'est que juste quand quelqu'un meurt, quand il canne, tu vas, mais sinon on le mange, quoi. Parce que moi je me demandais même au début, parce qu'au début très premier degré, je t'en avais parlé il y a quelques jours, mais c'était est-ce que tu avais juste voulu retranscrire premier degré l'expression mange tes morts, quoi, mais parce que je trouve ça très drôle, mais non, il y a quand même quelque chose de vachement plus sérieux derrière, en fait.
Mais ouais, c'était cool. Et je me rappelle très bien quand j'ai eu l'idée de Vlada mange Pouic quand il meurt, j'étais en train d'aller chercher une baguette. Et j'ai fait Eureka, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait un vocal à Claire. Et j'ai dit... Et puis elle me mange en fait. Elle m'a répondu Doroth va pleurer. Voilà. Et tout le monde a pleuré. Scène économe quand même. Ça prend une page. On comprend largement ce qui se passe. Ouais, je voulais pas y aller. Mais ouais, tu as quand même, parce que c'est quand même un sujet qui est quand même Parce que même moi, tu vois, enfin, je l'aime bien Pouic, j'avais pas envie de faire, j'ai pas un envie truc de le dessiner. oui, un truc Ah gore. ouais, non, un trop truc, pas. Et puis même si on avait fait le truc gore, enfin si j'avais fait le truc gore, il y aurait il y avait effectivement le risque de un peu court-circuiter le propos émotionnel du truc et d'aller dans quelque chose d'un peu plus dégoûtant et sombre, ouais. et dérangeant. C'était, de toute façon, c'était un cheminement obligatoire d'avoir Pouic qui meurt et Vlada qui continue son chemin toute seule. Non, il était pas obligatoire, c'est juste là c'était un peu la problématique d'écrire une histoire encore une fois et de me dire pourquoi il y a un climax sinon et où est-ce qu'on le place et comment on change derrière. Et au bout d'un moment, j'adore Pouic, j'avais pas envie de le tuer, je ne suis pas un monstre et j'étais en fait c'est peut-être le seul moyen si je veux rester sur ce scope là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir une bonne fin quoi. Et parce que même tout au long du récit, à chaque fois qu'il y a un peu des objectifs, en fait, tu les tues un petit peu dans l'œuf, puisque enfin, les bâtiments qu'on recharge en fait, sont détruits, les groupes qui vivaient là sont morts, même Pilouland au final, il y a plus grand chose. Donc c'est vrai que t'as pas envie forcément d'apporter beaucoup de joie dans ce monde. Non mais je sais pas, je suis trop positif sur le post-apo ou je suis trop négatif. Voilà, faut savoir. Mais c'est une question aussi qu'on peut te poser, de savoir est-ce qu'effectivement tu restes quand même ancré dans le fait que dans ce genre de monde-là tout est morose, ou est-ce que comme tu prends quand même un récit qui reste lumineux en soi, parce que c'est une chouette amitié qui se construit, est-ce qu'on est alors, on appelle ça le hop punk, je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon terme non plus, quoi, mais est-ce que ton cœur balance Pas tant en fait, là pour moi c'est un souci de, entre guillemets, réalisme, de l'opposant numéro 1 dans Asphalt, c'est l'environnement et le monde. Pas les gens, c'est juste c'est tout qui veut te tuer. Ouais. C'est le froid, la chaleur. Ouais, c'est pour ça que les bâtiments ils sont détruits, c'est pour ça que les gens ils ont des maladies, c'est pour ça que ça a vraiment ce côté. Enfin pour moi c'était vraiment s'il y a un méchant dans l'histoire, c'est ça quoi. C'est parce que oui, c'est dangereux et oui, mine de rien, on a une bonne société, on a une couverture médicale et on a de la nourriture et tout ça et si t'es largué dans un monde post-apo, c'est ça le problème quoi. Il y a un livre aussi qui est lu dans cette BD. Une histoire avec un ours. Et moi, je peux pas ne pas revenir là-dessus, quoi. Yes, merci. Est-ce qu'on aura droit au roman total Alors, il faut savoir... parce qu'au final, le bouquin qu'ils acceptent de lire ensemble avant de se coucher, c'est une fiction porno avec un ours, quoi. Et t'en fais quand même. Et en plus, quand tu commences à lire le truc, tu captes que la façon de raconter de comment l'ours commence à coller son museau contre le canon du fusil à quelque chose de suggestif possible c'est beaucoup trop phallique et tu dis t'es quand même pas en train de nous faire un truc avec un porno avec un ours. Donc bon, après ça va, ils font quoi, ils s'embrassent, non? Ouais, mais même enfin tu comprends qu'après ils font d'autres trucs avec d'autres animaux, quoi. Donc what is the fuck What is the fuck donc, tout à l'heure j'ai parlé de mon webcomic quand j'étais jeune qui s'appelait Dear God d'ailleurs. Trouvable avec une bonne recherche internet normalement et dedans t'avais un personnage qui s'appelait Arthur qui toute la situation c'est que t'avais deux mecs qui s'étaient pécho et t'en avais un qui avait largué l'autre et celui qui a largué il s'est retrouvé un autre gars et là où le bas blessait c'est que le gars est un taré fini qui avait donc une série de livres à succès qui s'appelait Michael et l'ours. Et donc les autres personnages lisaient ces romans avec moult dégoût. Et j'ai repris, alors pas mot pour mot parce que je l'ai rédigé, mais j'ai repris les pages qu'il y avait dans le webcomic qui était présenté de Michael et l'ours. Et je m'étais toujours dit, il faut que
Il faut que je le réutilise. Je veux que les gens qui me connaissaient pas à l'époque connaissent Michael et l'ours. Je veux qu'ils sachent que je suis... Que t'as écrit ça. Ouais. Et d'ailleurs, l'autre podcast que j'avais fait, pour encore te briser le cœur. C'est bon, ils m'ont... J'étais outrée parce qu'ils étaient... Oui, le truc avec l'ours, est-ce que c'est le 619 qui a mis sa patte dans le truc? J'étais, mais ils sont pas tarés comme ça. Ils feraient pas ça, ces gens-là. Bah non. Ça, c'est moi. Bah oui, c'est toi. Regarde-moi. La zoophilie et le cannibalisme, Exactement, c'est pour toi. Voilà. Et non, mais c'est bien parce que du coup, ouais, donc tu fais un renvoi à c'est le Anne Masverse. Le Anne Masverse. Ça a été 10 years in the making. Et il y a aussi un autre point quand même sur Asphalte Sauvage, c'est la direction artistique du projet, donc qui est tout en nuance de gris et avec un jaune pétant. Moi, je sais que par contre, j'avais vu une précédente version du projet avant que tu passes au tradi, justement, parce que ça s'était fait en tradi, où c'était plus standard, enfin c'était plus dans la continuité de ce que tu avais fait avec Ultime Echo. À quel moment il y a eu ce déclic de changer radicalement le style et pour vraiment avoir quelque chose d'hyper rugueux avec je sais pas même tous ces petits points, je sais pas comment ça c'est. Moi j'ai l'impression que c'est le truc où tu souffles et ça fait des projections. Non, c'est avec la brosse à dents. J'aimerais bien avoir les trucs où tu souffles, ce serait plus simple, mais j'avais déjà cherché, c'est vachement dur à... Ça ne se fait plus. Si, tu peux les trouver, mais en fait ils sont pas waterproof. D'accord, ok, ouais. Et j'ai besoin de trucs waterproof, mais tu me fais penser à un truc et j'aurais peut-être une solution pour moi-même. Parce que c'est vachement plus pratique que la brosse à dents, c'est chiant la brosse à dents, on va faire. Alors, première version des pages, j'avais fait en full couleur et j'avais envie de mourir à la fin. Seconde version des pages. On sait que tu n'aimes pas faire ça. Ouais. Je l'ai fait en noir et blanc avec des trames. Enfin, en noir et blanc, c'était en violet et je sais plus quoi. Avec des trames qui étaient plutôt sympas, mais j'étais en mode je suis en train de prendre autant de temps et j'ai toujours envie de mourir. Et là, j'arrivais pas du tout à vendre le projet, du tout. J'avais quasiment que des refus. C'était pas top. Non, attends, je te dis une connerie. On n'est pas encore là. On en est à je déteste faire de la couleur. Guillaume qui dit moi aussi je déteste faire de la couleur. Ah mais tu te rappelles quand on faisait des encres, c'était vachement mieux. Et j'ai fait waouh, t'as trop raison. Et j'ai commencé à imprimer mes ancrages pour essayer de faire de l'aquarelle dessus. Sauf que ça faisait 10 ans que j'avais pas fait d'aquarelle et que les couleurs étaient moches au possible. Donc voilà. Et enfin, donc j'arrive pas à vendre le truc. Il y a Guillaume qui me propose de le montrer au 619, mais qui m'a dit peut-être que ce serait bien si c'est bien de faire l'encre de Chine et tout, mais peut-être tu pourrais essayer de re-ancrer à la mano, quoi. Parce que ça irait mieux avec l'identité visuelle du label que le trait hyper rond et chiant. Il n'a pas dit comme ça, c'est moi qui le dis. Le trait hyper rond et chiant que j'ai en digital. Et voilà. Et c'était pas facile de s'y remettre, mais non, en fait, tout le noir et blanc dedans, alors, c'est pas fait au mieux, mais c'est moi qui retourne voir mes artbooks de Paul Pope, qui regarde les trucs de Mike Huddleston, de machin, et qui est en mode je vais refaire mon ancrage d'Erika. Et voilà, ça aurait pu être mieux, mais on s'y remet doucement. Et la touche de couleur, alors, c'était... Pourquoi Ah, je me rappelle, j'ai enfin la réponse parce que tout le monde me demande. À la base, j'ai essayé de faire en couleur et c'était moche. Et j'étais vénère et je suis qu'une merde et je vais jamais arriver. De toute façon, c'est chier. Et donc, j'ai repris une page, refait les trucs. Et là, je me suis vénère et j'avais un pot de Colorex jaune et j'ai pris une brosse et je vais mettre en couleur et j'ai fait c'est pas mal en fait. C'est le chaos dans ton studio en fait. Tu jettes des trucs, tu fais des machins et puis après ça marche et donc voilà, il y a des taches partout. Bah oui, c'est un peu sale du coup. T'es content en voyant Asphalte Sauvage sortir vraiment là avec ce rendu? Parce que c'est vrai que moi j'avais pu le lire en numérique un peu, mais je trouve que ça rend différent. Ça m'a fait bizarre de le voir parce que les planches c'est du A4. Ouais. Et c'est fou à quel point ça change. Parce que t'as pas du tout ça en numérique, ce rapport à l'échelle. Parce que tu zoomes, tu dézoomes, souvent tu rezoomes et tu sais que ça va pas être ça le truc. Et passer du A4 au A5, t'es il y a tout qui se voit mieux et tout. Et tu te dis putain, si ma compo était à chier, qu'est-ce que ça se verrait?
Mais non, j'en suis hyper content parce que j'ai vraiment donné mon best. J'ai tout donné dessus. S'il y a des trucs qui marchent pas, ils marchent pas. S'il y a des trucs qui marchent, tant mieux. Et j'ai kiffé aussi. Ouais, comment t'apprendre un peu, enfin après t'as l'habitude, parce que je pense que même sur Webtoon et tout ça, t'as toujours eu des retours aussi sur ton taf ou pas. Je sais pas si c'est quelque chose avec le temps, ou ouais, où il y a des choses que tu prends plus à cœur ou pas, ou si t'es insensible maintenant à... Oh non. Non. Non, On a remarqué que j'ai un ego un petit peu flétri. Après, en webtoon, c'est vraiment différent parce que t'es en hebdo et donc t'as les gens qui reviennent et qui commentent et tu crées une relation en fait avec les lecteurs, donc c'est vraiment pas pareil. Ça te fait de la dopamine toutes les semaines, quoi. Ouais, un petit peu. non, mais c'est vrai. Et là, mine de rien, comme c'est 619, j'ai vachement plus de retours que j'en ai eu sur Ultime Echo. Et les retours ce qui sont s'explique facilement quand même aussi, hein, clairement. c'est pour ça que j'ai dit avec le 619. Et les retours sont cool en fait. Enfin, t'as ce truc de quand les gens ils font un retour et que des fois ça peut être un peu à côté de la plaque. Genre j'adorais cette histoire. On voit bien que par exemple c'est super les cannibales c'est vraiment des connards. Je serais un peu en mode ah oui non mais c'est pas le propos. C'est pas oups. Et à contrario quand les gens ils ont tilté sur le bon truc, c'est qu'ils l'ont vraiment lu, qu'ils ont vraiment fait attention et c'est grave cool. Donc non, après je suis vexée comme un pou quand il y a des trucs qui disent que c'est la page Sens Critique de Asphalte Sauvage est scandaleuse. Ce sont des énormes connards et j'espère que vous allez crever avec votre site à la con. Voilà. Eh ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Non mais ils ont l'air pédants ces gens-là. Je sais pas, je vais pas sur Sens Critique, donc après moi je suis pas auteur, donc j'ai pas de raison d'y aller. Peut-être pour ça que j'écris pas aussi d'ailleurs. Enfin de BD. En l'occurrence, tu es au travail sur quelque chose, j'imagine, pour la suite. J'imagine bien qu'à ton jeune âge, t'es loin d'en avoir terminé avec la BD. C'est quelque chose que je dis aussi parce que je sais qu'on est à peu près de la même génération, donc c'est pour me rassurer aussi. Ah oui, non mais en vrai on est jeunes. Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans le prochain? Tu vas tourner là un petit peu pour dédicacer à Asphalte Sauvage quand même. Ouais, un petit peu, j'espère. Je sais que tu vas à Amiens en juin, ça je sais, j'ai déjà capté. Amiens et à Montpellier avec la Comédie du Livre, il y a Lyon avec SoBD, je crois. Ouais. Je connais pas le nom de leur. Et j'espère septembre des librairies, mais comme je t'ai dit, c'est en fonction de qui peut garder mon chien fou. Oui. Et puis la prochaine, qui est en cours de... En cours de création. En cours de création, tout à fait. Très bien. Bah écoute, on va se laisser là-dessus, Anne. Ça marche. Je te remercie vraiment de m'avoir donné de ton temps pour nous parler de ton parcours et de Asphalte Sauvage, que vous pouvez donc trouver en librairie actuellement. Ça vient de sortir, alors on enregistre ce podcast et où il est mis en ligne au rayon... manga, BD, comics, je sais pas. Il est plutôt en BD de genre quand même. Moi, les quelques librairies que j'ai faites déjà, je suis allé checker, c'était assez bien placé, c'était en BD de genre. En tout cas, c'était pas au rayon manga, clairement. Mais effectivement, c'était plus dans les côtés SF, aventure, la BD de genre, quoi. Tout simplement, c'est 13,90€ dans ce format souple, alors, moyen format, moyenne taille, que vous avez déjà pu voir avec Shin Zero et Jaune au label 619. Vous pouvez passer commande auprès de notre partenaire si vous voulez dans la description de ce podcast. Sinon, rendez-vous en librairie. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir à la fois pour faire découvrir le podcast, mais aussi le travail de ceux qui y passent. Vous pouvez également nous partager sur vos réseaux sociaux, parler du podcast autour de vous, à vos libraires, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas. Et si vous reste des sous après être allé en librairie, vous pouvez nous soutenir sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et Anne, je te dis à la prochaine. Salut. Au revoir.